Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, le coronavirus et le monde de la culture qui se mobilisent cet après-midi à Paris pour alerter sur la situation du secteur. Un concert vient de se tenir en plein air devant le théâtre de l'Odéon, occupé depuis le début du mois. Nous sommes sur place dans un instant avec Lisa Adef. Face à une troisième vague très intense, les contrôles dans les gares, les aéroports, les péages routiers se sont intensifiés pour faire respecter l'interdiction de se déplacer dans 19 départements. Plus de 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés tout le week-end. Le chef du gouvernement le reconnaît, une course contre la montre est désormais engagée face à une troisième vague de l'épidémie de Covid-19 en France. De nouvelles mesures encore plus strictes pourraient être annoncées par Emmanuel Macron ces prochains jours. Certains soignants craignent de leur côté de devoir bientôt faire des tris entre patients à l'hôpital. Et puis la vaccination s'élargit. Les plus de 70 ans peuvent désormais être vaccinés et recevoir leur première dose à condition de ne pas avoir de comorbidité, alors que près de 3 millions de doses sont annoncées pour la semaine prochaine par Agnès Pannier-Runacher. Le Covid, avant d'évoquer bien sûr la situation épidémique extrêmement tendue. D'abord ces images, ça se passe en plein Paris cet après-midi. Le monde de la culture qui a choisi de se mobiliser ce samedi alors que les salles de cinéma, de théâtre, de concert, vous le savez, sont toujours fermées. Un concert vient d'avoir lieu devant le théâtre de l'Odéon, occupé depuis le 4 mars dernier. Lisa Adef, vous êtes sur place pour BFM TV. Les participants ont eu l'autorisation de jouer. Oui, les participants ont eu l'autorisation de jouer et heureusement parce qu'il y avait une centaine de musiciens ici sur la place de l'Odéon. L'heure maintenant c'est au démontage, le concert est terminé. Ça a forcément attiré des spectateurs cet après-midi, mais on rappelle que les rassemblements sont interdits. Donc la police est venue à essayer de demander aux curieux et aux mélomanes de quitter la place sans succès. Très vite, les occupants de l'Odéon qui y ont assisté par les fenêtres ont précisé que l'événement était autorisé. Quelques prises de parole ont eu lieu pour rappeler les principales revendications, la lutte contre la précarité ou encore le retrait des décrets gouvernementaux réformant l'assurance chômage. Et le concert a repris dans un silence religieux où toute la place est figée l'espace d'un instant pour savourer les notes de musique réalisées par ces musiciens de l'Opéra de Paris, mobilisés aujourd'hui en plein cœur de la capitale, avant de conclure par El Pueblo Unido. C'est une chanson qui a été composée en 1970, qui est devenue un hymne de solidarité et de contestation. Merci beaucoup Lisa Adef, en direct du théâtre de l'Odéon à Paris avec Juan Palencia. Face à cette troisième vague de l'épidémie de Covid, une course contre la montre est engagée. C'est ce qu'a reconnu hier Matignon. Les nouvelles mesures semblent ne pas encore avoir d'impact. Et parmi elles, vous le savez, le gouvernement encourage les Français un maximum à être dehors avec la limitation des 6 personnes. Antoine Forestier, on vous retrouve du côté du canal Saint-Martin à Paris avec le beau temps qui est au rendez-vous aujourd'hui. Ça va encore s'améliorer à partir de demain. Difficile de respecter les gestes barrières ou pas ? Il y a du monde le long du canal Saint-Martin, mais c'est encore acceptable, entre guillemets. C'est vrai qu'il ne fait pas non plus extrêmement beau cet après-midi à Paris, 13 degrés, c'est encore un peu nuageux, mais suffisamment pour qu'en effet, certains Parisiens décident de prendre un peu l'air. On va en discuter ici avec 3 amis qui sont venus cet après-midi, notamment Cléa. Merci de répondre en direct à nos questions. C'est quoi le programme pour vous cet après-midi ? Juste revoir des amis qui font un stage à Paris. Et moi, je suis de passage pour faire un petit reportage photo dans une école d'art à Bruxelles. Donc voilà, rien à voir avec le Covid ou quoi. Mais donc ouais, c'est chouette de voir des gens dehors et de bouger un peu. Il y a eu des mesures du gouvernement récemment. On a parlé d'un confinement. Finalement, le gouvernement encourage à aller dehors. Est-ce qu'ici, vous avez l'impression qu'il y a du monde, que vous prenez un risque ici en étant à l'extérieur ? Déjà, les mesures, je les comprends pas très bien. Et ensuite, non, je pense pas, vu qu'on est quand même assez éloigné, qu'on reste dans des petits cercles, qu'on n'est pas plus de 3 et qu'on respecte quand même les mesures. C'est-à-dire, on met le masque dans les métros, on fait attention, on a notre gel, voilà quoi, mais on va pas s'empêcher de vivre non plus. Donc, ouais. Vous aviez fait un test récemment, c'est ça ? Ouais, c'est ça, un test PCR avant de venir à Paris, donc voilà. Et parlez-nous un petit peu de la présence policière. C'est vrai qu'on voit pas mal de CRS le long du canal cet après-midi. Vous avez l'impression d'être fliqué, entre guillemets ? Un peu, ouais, ça fait bizarre de voir autant de flics, mais après, ils n'ont pas dit grand-chose, donc voilà. J'imagine qu'ils font plus attention à des gros rassemblements, donc comme on n'est que 3, ça devrait aller. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de CRS présents ici pour sécuriser le long du canal Saint-Martin et faire respecter les arrêtés, les règles qui sont mises en place tout au long de cet après-midi, avec le couvre-feu qui est prévu jusqu'à 19h, des contrôles d'attestation et des contrôles également
pour le couvre-feu à partir de 19h. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Vincent Gauthier, donc du côté du canal Saint-Martin à Paris pour BFM TV. Professeur Casalino, Enrique Casalino, toujours avec nous, infectiologue, directeur médical de l'hôpital Bichat. Juste un petit mot d'abord sur les images qu'on vient de voir, parce que je vous ai vu bondir entre guillemets, ça ne vous a pas trop plu, sans faire de jugement bien sûr, de ne pas avoir de masque. Ces jeunes filles ne portaient pas de masque, même si on est en plein air. Elles n'ont pas de masque, elles sont à moins d'1 mètre. Et après avoir rencontré ces 2 amis, elles vont rencontrer d'autres. Et c'est comme ça que l'épidémie circule. Donc non, je suis désolé. La règle, c'est minimum 1 mètre. Il faut porter le masque. Il faut éviter les regroupements. Je pense que je comprends parfaitement que les gens ont envie de sortir et de marcher. Ça dépend aussi de l'engagement de chacun et du respect de chacun des règles. Elle a dit aussi... cette jeune fille, elle a dit aussi, on n'a pas très bien compris. Mais bien sûr, jusqu'à il y a 15 jours, on nous disait de ne pas nous réunir. Et là, c'est... il faut sortir. Youpi, vous pouvez sortir et vous réunir. Maximum. Les gens, c'est la seule chose qu'ils entendent. On n'entend que ce qu'on veut. On l'a tous fait. C'est humain. À un moment, c'est aussi la responsabilité de l'État de donner des messages clairs et d'être capable de faire appliquer la règle. Ça, c'est la mission de l'État, hein. Justement, il y a un message de l'État qu'on voudrait peut-être clarifier avec vous. Olivier Véran a déclaré qu'il espérait que les premiers effets puissent être visibles dès ce week-end, les effets des mesures qui ont été prises ces derniers week-ends dans les 19 départements désormais. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Est-ce que vous vous sentez plus contraint qu'il y a une dizaine ou quinzaine de jours ? La réponse unanime, c'est non. Donc, je ne vois pas comment, sauf si c'est l'intersection de la Vierge. Je respecte les croyances de ceux qui pensent que la Vierge peut intercéder. Mais en dehors de ça, du miracle, je ne vois pas comment les mesures qui ont été annoncées et les règles qui sont appliquées par les autorités pourraient avoir un quelconque impact sur la circulation virale et sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans les hôpitaux, et surtout le danger que les Français prennent. Je vous rappelle que les gens qui vont tomber malades dans les jours qui viennent et qui vont aller en réanimation, s'il y avait eu des mesures beaucoup plus strictes dictées il y a 1 semaine ou 2, ne seraient pas tombés malades. Donc il y a des gens qui vont tomber malades et qui vont payer cash le non-respect des règles, la non-autorité de l'État et le manque de courage de l'État pour prendre des décisions. C'est cher payé. Donc là, il faut reconfiner d'une manière stricte, dure, comme il y a 1 an, pendant 1 mois. Nous avons besoin aujourd'hui de faire quelque chose qui arrête de façon violente et rapide la circulation virale, qui permette que la courbe épidémique ait une décroissance extrêmement rapide, pour dans 2 ou 3 semaines voir moins de cas, et dans 4 semaines, 3 semaines avoir moins de demandes de lits de réanimation, et dans 4 ou 5 semaines, 8 semaines, seulement commencer à voir les lits de la réanimation se libérer. Parce qu'un patient reste en moyenne 6 semaines en réa. Vous voyez quand même l'inertie de la voiture. C'est comme dire, je roule sur l'autoroute à 150, je mets sur le pied et je m'arrête. Ce n'est jamais comme ça. La voiture a une inertie, même si on a mis à fond le pied dans le frein. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de beaucoup plus d'engagement, de beaucoup plus de responsabilité, de beaucoup plus d'autorité et un discours beaucoup plus structuré de l'État. Elle a dit, cette jeune fille, nous ne comprenons plus finalement ce qu'on attend de nous. Ces mesures de freinage, justement, on va voir comment est-ce qu'elles sont appliquées, puisque il fait assez beau, en tout cas sur une bonne partie du pays aujourd'hui, et ça va aller encore mieux ces prochains jours. Il fait exceptionnellement beau d'ailleurs bientôt. Les précisions de Sandra Larue. On est parti pour une séquence en effet extrêmement douce avec des températures qui vont grimper. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait notable parce que sur les régions du Nord, on a quand même pas mal de nuages, mais la période de temps, enfin la journée est déjà bien ensoleillée sur les régions du Sud. Et puis les températures vont grimper. On a des conditions largement anticycloniques qui vont s'installer sur le pays. On le voit, cette masse d'air qui va rougir, si bien que sur les journées de lundi, mardi et mercredi, on va atteindre probablement les 20 degrés sur la quasi-totalité du pays. Et la barre des 25 premiers degrés de l'année pourrait être atteinte sur les régions du Nord. Avec ces températures très élevées, on a un ensoleillement qui sera parfait, qui va déjà se mettre en place pour ces prochains jours. Regardez les températures demain après-midi. Donc ça reste encore un petit peu timide, mais ça monte déjà sur les régions du Nord. 23 degrés
à Bordeaux. Et puis lundi, des températures qui continuent de grimper. Donc on en a au moins jusqu'à mercredi. Jeudi, on pourrait changer de flux. Mais déjà lundi après-midi, jusqu'à 25 degrés sur le sud-ouest et 21 à Paris. Ce qu'il faut connaître à présent avec Alexis Cuvillier. Alexis, on va faire un point sur les chiffres de la réanimation. On le sait, c'est un indicateur clé dans la gestion de l'épidémie. En France, il y avait hier 4 766 patients hospitalisés dans des services de réanimation. En France, on se rapproche du pic de la deuxième vague, 4 903, qui avait été atteint le 16 novembre 2020. On est encore assez éloigné du pic de la première vague, atteint le 8 avril 2020, 7 019 patients. Un pic qui avait obligé tout notre système hospitalier à se réorganiser totalement. Et Alexis, quand on regarde région par région, c'est dans les Hauts-de-France que la situation est la plus critique. Oui, les Hauts-de-France, la seule région française où les deux pics des deux vagues précédentes ont tous les deux été dépassés. Une trentaine de patients en réanimation en plus par rapport au printemps 2020 et des lits supplémentaires qui sont en passe d'être armés dans les Hauts-de-France à la demande des autorités sanitaires. Dans d'autres régions, en Normandie, dans le Grand Est, le nombre de malades en soins critiques est supérieur à celui de novembre. En région PACA, il est pratiquement désormais équivalent. Et aussi l'inquiétude en Île-de-France où les soignants s'alarment d'un possible rapprochement maintenant avec le pic d'avril 2020. Écoutez Mathias Vargon, le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Il était particulièrement inquiet tout à l'heure sur notre antenne. Si ça continue comme ça, si les prévisions sont justes, on va à un moment, et il va falloir le dire, trier nos patients. Trier. Et il ne faudra pas venir me voir en me disant, parce qu'on a eu ça, vous triez pas. Là, on va trier. Et on ne va pas trier du vieux. Parce qu'on le voit, les patients âgés, les patients d'EHPAD, ils sont soit morts, soit ils ont été malades et s'en sont sortis, soit ils sont vaccinés. Ce qu'on va trier, c'est des gens plus jeunes. Et sur comment va se faire le tri, il se fera sur l'espérance de vie. Donc moi, je ne souhaite pas arriver au tri. Ça s'appelle de la médecine de catastrophe. C'est ce qu'on fait quand vous avez un attentat ou une guerre. Vous triez, c'est-à-dire ceux qui vont mourir très probablement, vous les mettez de côté et vous leur donnez de la morphine. Ça s'appelle la médecine de catastrophe. Nous, on ne veut pas arriver à la médecine de catastrophe, c'est-à-dire trier des patients, les urgentistes, les réanimateurs, décider que celui-là, il ira pas en réa, celui-là, il ira même pas en salle, il restera dans un coin de couloir aux urgences. Et puis on lui mettra de l'oxygène et on croisera les doigts. Voilà. On l'a compris, Alexis, tension hospitalière très forte, mais certaines régions ont encore un peu de marge ? Vous vous souvenez, la région Auvergne-Rhône-Alpes était l'épicentre de la deuxième vague en novembre dernier. Eh bien, il y a en ce moment 2 fois moins de patients Covid dans les services de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'en novembre. La situation est un peu identique, tension hospitalière moins forte que lors des premières vagues, également en région Bourgogne-Franche-Comté. Mais attention, les pourcentages d'occupation ne sont tout de même pas très bons. Beaucoup de lits occupés par des patients Covid dans ces régions. Des mesures de freinage ont d'ailleurs été prises dans la Nièvre et le Rhône qui se trouvent dans ces 2 régions. Comme l'année dernière, l'ouest du pays est moins touché, en tout cas pour l'instant. Mais attention, nous disent les autorités sanitaires, l'évolution de l'épidémie inquiète en ce moment sur tout le territoire. Merci pour ces précisions, Alexis Cuvillier. Éric Revu est avec nous. Bonjour, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Justement, quelle est la situation dans votre établissement parisien ? On a vu le point de situation général et notamment en Île-de-France. On imagine que c'est également une forte tension que vous connaissez dans vos services de réanimation. Oui, je vous confirme, c'est une forte tension. On a rempli les lits de réanimation cette nuit. On avait à ce jour plus de lits en réanimation à Lariboisière parce qu'on a vu 4 patients qui sont entrés dans la nuit pour des patients Covid qui sont entrés. Donc on est vraiment en tension. Tout le monde s'organise pour essayer de libérer des lits pour être disponibles. Et où est-ce qu'on se situe par rapport à la deuxième vague à l'automne, la première vague il y a 1 an ? On va dire qu'on est à peu près au début de la même vague l'année dernière, c'est-à-dire avec une montée croissante des cas qui se présentent et une mise en tension de l'hôpital de la même manière que l'année dernière. On a bénéficié d'aucun recul d'expérience sur cette première, sur cette deuxième vague. On en revient au point de départ ?
Non, c'est pas. On n'a pas de recul d'expérience. On a beaucoup appris de cette vague. On s'est mieux soigné, on s'y est mieux traité, mais on est dans la même situation que l'année dernière, avec une tension supplémentaire. La grosse différence, pour simplifier par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait vidé l'hôpital pour ne prendre que des patients Covid. Cette année, on doit traiter, on ne traite aussi des patients qui n'ont pas le Covid, ce qui met davantage en tension tout le système hospitalier. Je vous rappelle que c'est un enseignement qu'on avait appris de l'année dernière, c'est qu'on ne voulait pas que des patients qui n'avaient pas de pathologie Covid, notamment des cancers, des AVC, des infarctus, soient pénalisés parce que simplement ils n'avaient pas le Covid. Donc actuellement, on traite tout le monde, mais ça met davantage en tension la situation. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça? Comment est-ce que vous allez faire? On entend parler du trier des patients éventuellement. Est-ce que vous allez devoir en arriver là? Le risque est là. Il n'y a pas d'autre mot, le risque est là. C'est de se retrouver, souvenez-vous, avec la même situation qui s'était produite en Italie l'année dernière. Au mois de février de l'année dernière, nos collègues italiens nous disaient qu'ils avaient devoir trier entre un patient par exemple, de 20 ans qui avait un Covid ou de 40 ans qui avait un Covid et un patient de 60 ans et ils n'avaient qu'un seul respirateur. Le pire scénario est celui-là. Merci beaucoup Éric Revue d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Je le rappelle, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. On reparle à présent aussi des écoles dans ce contexte. Alors que la pression s'accentue, un nouveau protocole sanitaire a été annoncé hier. Oui, dès ce lundi, dans les 19 départements concernés par les nouvelles mesures, dès qu'un seul cas sera constaté, l'ensemble d'une classe sera fermé. C'était 3 auparavant. Ce matin, la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire est revenue sur ce nouveau protocole sanitaire. Il y aura plus de fermetures de classes la semaine prochaine parce que nous resserrons le protocole dans les classes. Aujourd'hui, le protocole est le suivant. Dès lors qu'il y a 3 cas de variants historiques ou de variants britanniques dans une classe, on ferme la classe. Dès lors qu'il y a un cas de variant sud-africain ou brésilien, on ferme la classe. À partir de lundi matin, dans ces 19 départements, dès lors qu'il y aura un cas de contamination dans une classe, il y aura donc une fermeture de classe. Par conséquent, je peux revenir la semaine prochaine et vous me direz, mais ça explose, il y a beaucoup plus de fermetures de classe. Oui, je vous le confirme. Professeur Enrique Casalino, on le voit avec ce durcissement du protocole sanitaire dans les écoles, finalement, on approche bientôt de la fermeture des écoles, même si le gouvernement ne veut pas encore en parler. Ça me paraît parfaitement raisonnable d'évoluer dans le paradigme qu'on avait créé et que moi je partageais, qu'il fallait à tout prix garder les écoles. Aujourd'hui, il faut proposer autre chose. Il faut proposer un accompagnement des élèves en difficulté, il faut proposer de donner des tablettes, de donner des ordinateurs et qu'il y ait un accompagnement des enseignants, de ces élèves par des enseignants de l'école. Il faut remettre plus de démocratie dans notre système éducatif et favoriser ces enfants qui sont en grande difficulté parce que personne à la maison ne pourrait les accompagner. Penser que l'école se résume au mur de l'école, c'est une erreur colossale. C'est une erreur. Je comprends qu'on essaye de la garder, c'est une valeur républicaine, je comprends. Mais en même temps, dire que l'école, c'est uniquement les murs de l'école, c'est une erreur. Comme je n'ai jamais compris qu'on n'ait pas élargi les plages horaires de l'école. Les écoles sont parfois inoccupées en fin d'après-midi ou la nuit. Pourquoi on n'aurait pas pu couper les classes en deux, que des enseignants viennent? Il faut mettre tout le monde à contribution dans l'intérêt de l'élève. 148 établissements scolaires et 3256 classes fermées à ce jour. Merci beaucoup, professeur Casalino, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi. On parle aussi de la vaccination. Plus de 7 millions de personnes ont reçu une première injection et plus de 2 650 000 personnes ont reçu les 2 doses. Et ce samedi marque le coup d'envoi de la vaccination pour les plus de 70 ans sans comorbidité. Écoutez ce témoignage dans une pharmacie marseillaise ce matin. Je garde mes petits-enfants et donc j'estime être en risque quand même relatif. J'aurais préféré Pfizer parce que j'aurais été vaccinée plus rapidement. Mais bon, là au moins j'ai une semi-immunité, on va dire, pour l'instant. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement souhaite désormais déployer des vaccinodromes géants, des centres de vaccination géants sur tout le territoire pour amplifier cette vaccination de masse. À Toulouse, un vaccinodrome géant est déjà installé dans un hall du parc des expositions. 4000 doses de vaccin Pfizer doivent y être injectées ce week-end. Alexia Prunet, June Raclé avec Mathieu Guillot.
Il y avait foule ce matin devant l'un des 38 grands centres de vaccination en France. À Toulouse, c'est le premier vaccinodrome de la région à ouvrir ses portes. Objectif, injecter 4000 doses du vaccin Pfizer d'ici demain. En 3-4 heures, tous les créneaux ont été réservés. Il faut savoir que dès qu'on a ouvert les plages horaires, on a eu à peu près 60 000 appels pour, vous voyez, 4000 plages, ce qui est quand même énorme, ce qui montre bien la volonté des gens de se faire vacciner, d'avancer. Ça, c'est un très bon signe, très encourageant pour la suite. C'est une course contre la montre, mais grâce aux 80 personnes mobilisées, dans ces box, une injection est faite toutes les 15 secondes. Dans le Nord aussi, les piqûres s'enchaînent. Ici, c'est le 3e week-end de vaccination dans ce grand centre. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le vaccinodrome accueille aussi les plus de 70 ans sans condition. Je suis bien contente qu'ils aient avancé un petit peu l'âge, parce que c'est vrai, on avait téléphoné il y a une dizaine de jours et on n'était pas éligible parce qu'on était, entre guillemets, trop jeune, ce qui est bien dans ce sens, hein, mais bon. Non, franchement, moi je suis contente. Ça représente à la fois de me protéger et de protéger les autres. Et de me dire qu'on va peut-être un jour, grâce à la vaccination, sortir de cette épouvantable épidémie qui nous est tombée sur la tête. C'est aussi un coup d'accélérateur essentiel pour freiner la circulation du virus. Car ici, le Pas-de-Calais est l'un des départements les plus touchés par l'épidémie. Pour cette vaccination massive, 37 000 doses supplémentaires ont été allouées à la région. C'est 4 000 de plus que la semaine dernière. Face à la situation très tendue en France, l'Espagne a décidé de prendre des mesures pour passer la frontière. Un test PCR négatif de moins de 72 heures sera désormais exigé pour toute personne qui passe la frontière terrestre française pour se rendre en Espagne. Les précisions de Mathieu de Taillac, le correspondant de BFM TV à Madrid. Le privilège de ceux qui arrivent par la route ou par le train est terminé. À partir de mardi prochain, il va falloir présenter comme les autres, effectivement, ce PCR de moins de 72 heures. Cette obligation était déjà en vigueur depuis fin novembre pour les Français qui arrivaient en Espagne en avion. Le résultat de leur test négatif était régulièrement contrôlé dans les aéroports. On ne savait pas bien pourquoi, mais les automobilistes et les passagers des trains en étaient dispensés, probablement parce que tout simplement il est plus difficile de contrôler tous les postes frontaliers. Et on sait que les Français sont nombreux à se rendre en Espagne en voiture. C'est bien simple. Selon l'Institut national des statistiques, l'équivalent de l'INSEE, les régions frontalières sont les plus visitées par les Français. C'est la Catalogne, c'est le Pays Basque surtout. Ça vient largement devant Madrid, malgré toutes les informations qui circulent. Madrid n'est que la 7e destination des Français qui vont en Espagne, donc la plupart viennent en voiture. Quoi qu'il en soit, le privilège des Français qui provenaient de la voiture est terminé, sauf pour les routiers et les travailleurs transfrontaliers qui sont encore dispensés du PCR. Alors cette mesure intervient quand les contagions commencent à remonter doucement en Espagne, avec 7500 cas au cours des dernières 24 heures. L'Espagne reste tout de même pas loin de 6 fois moins touchée que la France. Restez avec nous dans un instant. Nous parlerons de ces contrôles renforcés tout le week-end dans les gares, les aéroports, les péages de 19 départements concernés par ces nouvelles restrictions sanitaires. 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés tout le week-end. À tout de suite. Depuis plus de 20 ans, vous avez permis à SIDAction de réaliser des avancées majeures. Mais l'an dernier, le monde s'est arrêté. La lutte contre le sida n'a pas été épargnée. Et le SIDAction a été annulé. Un SIDAction annulé, c'est moins de moyens pour se battre. Des associations fragilisées. Des projets de recherche suspendus. Des personnes isolées. Et peut-être des vies qu'on aurait pu sauver. Quand le virus du sida regagne du terrain. Notre meilleure défense, c'est votre générosité. La lutte contre le sida ne peut pas attendre. Alors là, tout de suite, faites un don. En appelant le 110 sur sidaction.org ou par SMS. Merci. J'ai choisi la prévoyance obsèque PFG pour la tranquillité de mes proches, afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. Et pour moi, c'est simple. Pas de questionnaire de santé, mon capital est garanti et revalorisé chaque année. C'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance. En ce moment, 2 mois offerts. Devis sur pfg.fr ou dans nos 700 agences. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne.
Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 1030. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée de votre programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur votre programme. Alors si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Enquête sur la pression islamiste en France. Je suis considéré comme un salafiste. Pour l'État français, il doit être fiché à ce support. Qui menace ceux qui vivent ultra protégés? Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. Existe-t-il des territoires sous influence? Là, ça s'est limité à des menaces. Dans le cas Paty, c'est passé à l'exécution. Islamisme, enquête sur une menace. Lundi à 21h sur BFM TV. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Et c'est donc confirmé, ce sont de très belles conditions qui nous attendent pour ces prochains jours. Alors encore un petit peu de patience puisque ce samedi, on a quand même malgré tout pas mal de nuages. On le voit très bien d'ailleurs sur cette animation satellite sur les régions du nord. Également au pied des Pyrénées, quelques précipitations même associées qui circulent sous forme d'averses sur l'extrême nord, au nord de la Seine. Un coup d'œil à ce qui vous attend demain. Alors déjà, on pourra noter une belle amélioration avec dès le lever du jour ces très belles éclaircies qui vont s'imposer sur quasiment tout le pays. Près de la Manche, un léger voile nuageux, un vent sensible, quelques plaques de grisaille sur l'extrême sud-est sur la Corse. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, le voile nuageux au nord va gagner un petit peu de terrain sur la moitié nord. Ça restera quand même très calme, très agréable et surtout très ensoleillé sur une très large moitié sud. Les températures, dans un premier temps, le matin, comme le ciel aura été dégagé pendant la nuit, elles vont baisser sur l'ensemble du territoire. Donc on aura encore moins 2 degrés du côté de Aurillac, 0 à Auxerre, 1 degré à Bourges. Il fera 2 degrés seulement à Toulouse, 5 à Lille, tout comme à Paris, jusqu'à 8 degrés, ce sera pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, là, les valeurs commencent à grimper sur l'ensemble du territoire. 14 degrés près de la Manche, la valeur la plus basse. 17 à Paris, tout comme à Strasbourg. Il fera 18 à Marseille et on ira jusqu'à 23 degrés à Bordeaux. Et ce n'est pas fini puisque lundi, le soleil va s'imposer au moins jusqu'à mercredi. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. 15h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, c'est 19 départements français désormais soumis au durcissement de mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19, 3 de plus que le week-end dernier. Et pour s'assurer du respect des règles, 90 000 policiers et gendarmes vont être déployés ces 2 jours pour procéder à des contrôles. Nous serons en direct avec Thomas Herman dans le Rhône et Angie Loata dans l'Aube. Cette troisième vague est intense. Matignon évoque une situation critique alors que la pression augmente en réanimation. Dans les Hauts-de-France, certains médecins estiment que le niveau de la première vague est dépassé. On parlera de tout cela en plateau dans un instant avec Jean-Pierre Thierry, médecin spécialisé en santé publique, et Anne-Sora Dubois du service politique. L'accélération de la vaccination au cœur de la stratégie sanitaire du gouvernement. Aujourd'hui, une nouvelle catégorie de Français est autorisée à se faire vacciner. Les 70 à 74 ans sans comorbidité. Et prochainement, 38 vaccinodromes géants ouverts 7 jours sur 7 seront installés sur tout le territoire.
Et face à la troisième vague d'épidémie de Covid, une course contre la montre est engagée. C'est ce qu'a reconnu hier Matignon. La Nièvre, l'Aube et le Rhône font donc passer à 19 le nombre de départements désormais concernés par ces mesures de freinage massif. Et les contrôles sont renforcés ce week-end dans les gares, les aéroports ou encore les péages. Thomas Herman, vous êtes-vous au péage de Villefranche dans le Rhône, tout près de Lyon, où il y a des contrôles de police? Oui, contrôle routier en cours sur cette autoroute A6 à la gare de péage de Villefranche. C'est la gendarmerie qui mène ce contrôle. On vérifie tout simplement les attestations. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bon, est-ce que les automobilistes jouent le jeu depuis tout à l'heure ? Alors un certain nombre d'automobilistes jouent le jeu effectivement, puis apparemment il y en a certains qui ont ni lu le journal, ni regardé les chaînes info parce qu'ils ne savent pas qu'il est nécessaire d'avoir une attestation dérogatoire. C'est quoi les règles à respecter ? Les règles à respecter, c'est que nous sommes dans le département du Rhône, c'est un département qui est confiné, qui est en mesure renforcée. Et donc, à partir de là, lorsque on va au-delà d'un parcours de 10 km, il faut être muni d'une attestation dérogatoire pour justifier son déplacement. Il y a des contrôles routiers ici au péage, ou est-ce qu'il y aurait d'autres contrôles aussi dans l'espace public aussi pour respecter la fameuse règle des maximum 6 personnes ? Oui, il y a à la fois des contrôles routiers au péage, dans les gares, à l'aéroport Saint-Exupéry, mais aussi il y a des contrôles dans les principales villes du département pour éviter les rassemblements. C'est un effort de civisme qui est demandé à nos concitoyens pour ralentir l'épidémie, sachant que le taux d'incidence dans le Rhône est à 400. Nous avons 192 personnes en réanimation et donc c'est une affaire à prendre très au sérieux. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, puisqu'effectivement le département du Rhône est en vigilance renforcée. Le retour des attestations papier pour des déplacements au-delà de 10 km, contrôle routier sur les péages, sur l'espace public également, pour s'assurer des respects de ces nouvelles règles sanitaires dans le département. Merci beaucoup. Thomas Herman, donc au péage de Villefranche dans le Rhône avec Marion Delpierre. On a vu donc cette situation, ces contrôles renforcés dans le Rhône. Autre département soumis au durcissement des mesures, l'Aube, avec, regardez, dans ce département, le taux d'incidence qui est de 495 cas pour 100 000 habitants sur une semaine est glissante contre 337 en moyenne en France et la tension hospitalière de 175%. Angie Loata, vous êtes à Troyes où les habitants doivent donc respecter ces nouvelles restrictions et les contrôles ont aussi commencé. Oui, absolument. Et dans le centre-ville même de Troyes, on est avec le commissaire Benjamin Daubigny. Vous êtes ici depuis plusieurs heures. Vous m'avez dit une personne venant de l'extérieur du département qui a été contrôlée et verbalisée pour ce qui est de la nouvelle règle des 10 km. Oui, tout à fait. Nous opérons cet après-midi et depuis hier soir des contrôles renforcés sur l'agglomération de Troyes. La police nationale est mobilisée à la fois sur le contrôle du port du masque, mais aussi sur ces nouvelles règles d'attestation qui doivent être respectées. Et donc, au travers de nos contrôles, une seule personne depuis ce matin a été verbalisée, ce qui ne nous empêche pas évidemment de faire preuve de discernement et d'accompagner nos concitoyens dans l'application de ces nouvelles règles. Alors, sauf sur les règles qui sont en vigueur depuis un petit moment, comme celle du port du masque notamment. On vous a vu prendre également un petit moment, discuter avec un commerçant, en l'occurrence un libraire, commerce essentiel désormais, considéré comme tel en tout cas, qui vous disait également sa lassitude. Ce sont des choses que vous entendez sur le terrain au jour le jour et ça date pas finalement de ces nouvelles mesures. Bien évidemment, nous sommes à l'écoute de la population que nous servons au quotidien. Les commerçants, ce sont des personnes qui ont été fortement touchées depuis un an. On est là aussi pour les accompagner pour le respect des gestes barrières dans leur commerce, pour les accompagner pour le respect des gestes barrières par eux-mêmes. C'est ce que vous avez rappelé à plusieurs commerçants, effectivement. Merci beaucoup, commissaire. Et effectivement, avec toujours ces mots de lassitude effectivement qui reviennent et le temps de la discussion également pris en tout cas ici dans l'Aube par les forces de l'ordre. Merci Angie Loata, en direct de Troyes avec Camille Fournier, en plateau avec nous. Bonjour Jean-Pierre Thierry, vous êtes médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Asso Santé. On a vu ces contrôles dans les 19 départements qui sont concernés par ces mesures de restriction qui ont été durcies au fil des week-ends. On en est à 19 désormais. Est-ce que c'est suffisant pour endiguer l'épidémie actuelle ou est-ce qu'il faut passer à un confinement plus strict, plus général ? Quand on est dans une croissance exponentielle, elle est moins rapide que la première vague, mais quand on est dans une croissance exponentielle et qu'on doit s'attendre à un pic important, il faut limiter la hauteur du pic. Donc on est obligé de prendre des mesures. Et les mesures très efficaces, c'est la distance sociale, la distance physique. Donc vous avez la mesure la plus efficace, c'est quand les gens sortent pas de chez eux. Ça s'appelle un confinement. Voilà, c'est un confinement. Donc ça veut dire que si vous voulez, à l'intérieur de la famille, ceux qui sont déjà contaminés
vont déclarer la maladie ou si on les teste. Alors une partie, vous savez, c'est une maladie, dans 90%, on s'en sort très bien, ou même parfois on n'a pas de symptômes. Et puis ceux qui sont vraiment malades, on va les traiter, on va les isoler. Donc, les mesures de confinement sont faites pour diminuer les interactions entre les gens. Donc vous avez des mesures en disant j'essaye de préserver des régions pas touchées, donc je limite les déplacements entre régions. Après vous restez le plus près possible de votre domicile, et je passe le message aussi qu'on ne doit pas se réunir à très nombreux en dehors des heures de couvre-feu, donc le couvre-feu c'est fait aussi. Maintenant, il reste les endroits où les interactions sociales restent importantes. Et donc il y en a deux, pour faire simple. Les plus grandes interactions sociales, on les trouve chez les élèves et chez les jeunes, puis même beaucoup plus que dans d'autres catégories de la population, et on les trouve au travail. Et les endroits dangereux, c'est dès qu'on enlève le masque pour manger. Donc, si vous voulez, ça peut avoir un effet, mais ça ne suffira pas en fonction du taux de contagiosité de ce virus. Ça risque de ne pas suffire tant qu'on ne s'adresse pas aux endroits où les interactions sociales restent importantes. Alors, l'exécutif se refuse encore, pour l'instant en tout cas, à prononcer un confinement strict généralisé. Jeudi, toutefois, Emmanuel Macron a déclaré « Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure » et il n'y a, à mes yeux, aucun tabou. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, Emmanuel Macron pourrait donc faire de nouvelles annonces? Quand? Sous quelle forme? Alors, en réalité, rien de tout ça n'est certain à ce stade. Oui, ça c'est sûr, parce que si jamais c'est le président de la République qui s'exprime, il y a de très grandes chances que ce soit pour annoncer effectivement un confinement strict. C'est la règle depuis le début de cette épidémie. Mauvaise nouvelle égale annonce par le Premier ministre. Très mauvaise nouvelle annonce par le président de la République. Mais c'est pas du tout ce qui est... Effectivement, mais c'est pas du tout ce qui est dans les tuyaux à cette heure. En tout cas, pas avant qu'on ait les chiffres définitifs du milieu de semaine. En milieu de semaine, soit mardi, mercredi à peu près. On sera précisément 10 jours après la prise des mesures qui concernent les 16 premiers départements qui ont été concernés par ces restrictions de circulation et par ce semi-confinement. Tant qu'on n'a pas ces chiffres, il n'y a pas de décision prise. Il y a encore des mesures que peut dégainer l'exécutif avant d'en arriver à un confinement strict. Il peut y avoir des demi-jauges, il peut y avoir des classes un jour sur deux, il peut y avoir des classes dédoublées, il peut y avoir des confinements, mais avec l'école ouverte quand même. On sait que c'est vraiment un point auquel tient le président de la République et le ministre d'ailleurs de l'Éducation nationale. C'est un choix français qui a été fait au point que c'est devenu quasiment un étendard maintenant politique. Et il y a bien un nombre de nos voisins qui, eux, ont fermé les écoles, qui sont en train de vivre, c'est ce que disait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il y a 48 heures, une catastrophe éducative mondiale. Ce n'est pas le choix qu'a fait la France et jusqu'au bout, elle va essayer de le tenir. En tout cas, on attend les chiffres, encore une fois, du milieu de la semaine prochaine pour avoir des certitudes. Merci Anne-Sora Dubois. Et des mesures à la hauteur de l'enjeu, c'est en tout cas la question qui se pose alors que de plus en plus de zones du territoire font face à une flambée de l'épidémie de Covid-19. Vous voyez ces chiffres, plus de 41 000 cas supplémentaires en 24 heures notamment. Et certains soignants craignent de graves conséquences très prochainement dans leurs hôpitaux. Le point sur la situation avec Constance Mostohen. Allez, madame, vous allez penser à quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose d'agréable pour vous. Les médecins doivent intuber cette patiente en urgence. Est-ce que je suis bien dedans cette fois-ci? Je suis bien dedans. C'est tout bon. Atteinte d'une forme grave du Covid, elle est loin d'être la seule. Ici, les cas sont de plus en plus graves et le service est complètement saturé. En réanimation, on est à 22 patients en réa sur 22 lits ouverts. Et le service est à l'image de tous les autres dans les Hauts-de-France. Le pic en réanimation y est désormais plus haut qu'en avril dernier. On ne s'attendait pas forcément à un regain de cette épidémie de manière aussi rapide et aussi intense. On sent que c'est très dur. Une situation critique présente aussi dans d'autres régions. En Île-de-France, le pic de la 3e vague n'est pas encore atteint, mais déjà la tension hospitalière explose. Le taux d'incidence dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants et 1422 personnes sont actuellement en soins critiques. On ne peut avoir que de bonnes surprises, mais dans l'état actuel des choses, je ne les vois pas arriver, les bonnes surprises. Je pense que, moi, ma grande angoisse, ce serait qu'on ait des morts dans les urgences de l'hôpital parce qu'on ne pourra plus être capable d'accepter les malades supplémentaires. Car selon les médecins, si les prévisions se réalisent, la situation sera bien pire que les 2 vagues précédentes. Le personnel soignant devra alors mettre en œuvre ce qu'ils appellent de la médecine de catastrophe. On va à un moment, et il va falloir le dire, trier nos patients. Trier. Et il ne faudra pas venir me voir en me disant, parce qu'on a eu ça, vous triez pas. Là, on va trier. Et on ne va pas trier du vieux. Les médecins en appellent désormais à la responsabilité de chacun pour éviter de revivre ce qu'ils dénoncent, comme l'enfer du printemps dernier.
Et pour contrer cette flambée de l'épidémie, le gouvernement mise sur une vaccination massive. À partir d'aujourd'hui, les 70-74 ans sans comorbidité sont autorisés à se faire vacciner en centre dédié, en pharmacie ou chez leur médecin. Et vous le voyez, pour le moment, ce sont plus de 7,5 millions de Français qui ont déjà reçu une première injection et plus de 2,6 millions une deuxième dose, soit un total de plus de 10 millions de personnes. La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, annonce par ailleurs la livraison de 3 millions de doses supplémentaires la semaine prochaine, confirmée par plusieurs laboratoires. Docteur Jean-Pierre Thierry, sur la vaccination, donc à partir d'aujourd'hui, les 70-74 ans sans comorbidité, il y a aussi ces vaccinodromes qui sont mis en place. Vacciner massivement, c'est la stratégie qu'il faut employer? Oui, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus parce que déjà, on a des vaccins très efficaces et puis dans les pays qui sont bien plus avancés que nous, on voit l'effondrement du nombre d'hospitalisations, de cas graves et de la mortalité chez ceux qui sont vaccinés. Si on les compare, parce que évidemment il y a une phase de montée, on n'a pas vacciné tout le monde. Si on les compare à ceux qui ne sont pas vaccinés, on voit la différence. Alors ça prend un peu de temps avant d'enregistrer cette différence. C'est le problème de cette troisième vague qui arrive trop tôt par rapport au pourcentage de la population française qui est vaccinée, qui est encore trop faible pour amortir, pour penser contrôler cette troisième vague grâce à la vaccination. Pas assez de vaccinés, alors qu'on vient d'autoriser les 70-74 ans sans comorbidité. Est-ce qu'il faut, par exemple, comme l'avait préconisé la maire de Paris, Anne Hidalgo, ouvrir la vaccination à tous les volontaires? Si on avait les... Oui, alors d'abord, dans les pays, même quand on a énormément de doses, à part pour les soignants, parce que c'est important de les vacciner très vite, on procède par tranche d'âge, dans le monde entier en fait. Parce que le risque d'être hospitalisé, de faire un cas grave, eh ben, le critère, le risque le plus important, c'est l'âge. Donc tout le monde respecte ces tranches d'âge, et puis de temps en temps on dit il faut que les soignants soient le moins malades possible, et le plus présents évidemment, avant que l'épidémie ne régresse, donc on commence également par vacciner les soignants. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Thierry, parce qu'on va vous retrouver dans le journal de 16h. Une image aussi à vous montrer, c'est le secteur de la culture qui se mobilise ce samedi à Paris. Regardez, ça s'est passé tout à l'heure devant le théâtre de l'Odéon. Vous le savez, le théâtre qui est occupé depuis le 4 mars dernier. Eh bien, tous ces occupants ont voulu faire un concert qui a été autorisé. On va écouter quelques notes. C'est bien sûr pour sensibiliser sur la situation très difficile du monde de la culture. Et puis cette information, n'oubliez pas que l'on change d'heure. Et oui, ça arrive 2 fois par an précisément. Eh bien, à 2h du matin cette nuit, il faudra avancer vos horloges d'1 heure. Il sera alors 3h du matin. Alors après, c'est comme vous le voyez, 1 heure de sommeil en moins ou 1 heure de couvre-feu en moins. C'est ça. C'est à chacun de voir les choses comme il le souhaite. Restez avec nous. Dans un instant, nous vous proposerons notre reportage sur ces Français qui souhaitent se faire vacciner à tout prix contre le Covid-19, bien qu'il n'y soit pas encore autorisé. Vous verrez que certains trouvent des solutions pas toujours sans risque. À tout de suite. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Savoir viser. Très très bien visé. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 10 30. Nouvelle Jaguar E-Pace. Maintenant disponible avec nos 3 nouvelles technologies hybrides.
à partir de 339 € par mois avec apport, garantie et entretien inclus. À l'origine, est-ce la poule qui vient de l'œuf ou l'œuf qui vient de la poule? Mystère. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'en 2021, un œuf U viendra toujours d'une poule élevée en plein air. Oui, vous garantir des produits alimentaires U de qualité, toujours plus français et à prix bas responsable, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat. Franchement, ils n'ont pas mieux à faire que de soutenir la musique en ce moment? C'est pas en ce moment, papa, ça fait 20 ans. Crise ou pas crise, ils sont là, comme ils sont là pour leurs clients d'ailleurs. Ah oui, et comment c'est possible? C'est simple, ils n'ont pas d'actionnaires et donc personne pour leur dicter ce qu'ils ont à faire. C'est une banque sans actionnaires. Non mais pourquoi pas un groupe de rock sans guitariste? Ah oui, toi, c'est ta mauvaise foi. Quelle mauvaise foi? Dans les bons comme dans les mauvais moments, sans actionnaire, on n'a que nos clients à satisfaire. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et sinon, découvrez Nova Nuit Phyto Plus, une solution à base de plantes pour retrouver votre sommeil. Élu produit de l'année. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. À la une, à 15h46 sur BFM TV, 19 départements français désormais soumis au durcissement des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19. 3 de plus que le week-end dernier. Il s'agit de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône. Et pour s'assurer du respect des règles, 90 000 policiers et gendarmes sont déployés ce week-end pour contrôler l'application. Cette troisième vague est intense. Matignon évoque une situation critique alors que la pression augmente en réanimation. Dans les Hauts-de-France, certains médecins estiment que le niveau de la première vague est dépassé. La vaccination au centre de la stratégie de sortie de crise sanitaire. Oui, mais comment obtenir un vaccin quand on ne fait pas encore partie des publics autorisés? Vous allez voir que certains ont peut-être trouvé la combine, que ce soit directement auprès des centres de vaccination ou sur le dark web. Des petites astuces existent, mais pas toujours sans risque. Caroline Mier avec Laura Bleuzen. Pour obtenir des réponses plus spontanées, nous avons choisi de tourner notre enquête en caméra cachée. Première étape, une pharmacie. On a entendu dire que dans certains centres, dans certaines pharmacies, etc., parfois le soir, il reste des doses parce que les gens... Il reste une dose, mais on appelle des gens, mais pas des jeunes personnes. Ah, c'est pas les jeunes, non, ok. Dans cette officine, une clientèle d'habitués qui s'est inscrite sur une liste d'attente, des potentiels bénéficiaires qui, eux, rentrent dans le cadre des publics concernés. La 11e dose, ça nous est arrivé hier. On a appelé une dame en face qui avait l'âge. Voilà, la 11e dose n'est pas une dose donnée au hasard. Car en pharmacie, pour des raisons d'intendance et de conservation, seules des doses d'AstraZeneca sont disponibles. Elles sont réservées à des personnes de plus de 55 ans, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Notre enquête nous mène en fin de journée devant un centre de vaccination. Un jeune homme est déjà présent. Il tente sa chance. Hier, des vaccins surplus, ils disent non et ils ne vont pas les jeter, donc ils ont fait vacciner plein de jeunes. Après, je travaille avec les hospitaliers, pour moi, c'est comme une troupe prioritaire. Ce soir-là, il va avoir de la chance. Vous allez vous faire vacciner, je suppose. Vous avez quel âge? Vous êtes à 55 ans? Non, mais s'il reste des doses, au lieu bien de sûr. Alors, monsieur, on ne jette jamais de doses. Déjà, il faudrait faire les doses 10 par 10. D'autre part, là, il me reste... Il m'en reste, je pense, au moins une, peut-être deux. Après, c'est l'instant, attention. Hein. Parfois, des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. Allez, mademoiselle, c'est à vous.
Notre journaliste n'a que 22 ans, pourtant, elle va elle aussi être prise en charge. Ce n'est pas illégal. Le ministère recommande de ne pas gâcher ces précieuses doses. Après quelques questions, le médecin s'apprête à faire l'injection. Sinon, vous n'êtes pas du tout dans les clous. Oui, vous n'êtes pas dans les clous. Vous êtes très jeune et vous n'êtes pas malade. Donc là, on a des doses. On va quand même pas avoir l'indécence d'aller jeter des doses. Bien sûr. D'accord? Donc une personne de 22 ans en bonne santé se présente, ça sera une personne de plus vaccinée et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, c'est bon pour la collectivité et on n'aura pas gâché. Sa deuxième dose est prévue fin mai. Merci. Mais certains aimeraient choisir coûte que coûte le laboratoire de leur vaccin. Pour tenter de faire de même, nous faisons appel à Gilbert Kallenborn. Ce journaliste high-tech à 01net va nous aider à accéder au dark web, le réseau internet caché qui propose de nombreux produits clandestins. Donc là, ça c'est typique d'un marché du dark web. On a en fait un certain nombre de catégories, cannabis, psychédéliques, stimulants, des pilules, des opiacés, etc. Depuis le début de la pandémie, les médicaments contre le Covid-19 y pullulent. Et depuis quelques semaines, ce sont les offres de vaccins qui explosent. Coronavirus vaccine pour $1000, $500, $350. Donc on a Pfizer, on a le vaccin Moderna par exemple, on a donc BioNTech, donc c'est Pfizer, c'est pareil. On a aussi Sputnik, le vaccin russe. Nous décidons de passer commande. Une dose de vaccin Moderna pour la somme de $28, payable exclusivement en Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie virtuelle qui est totalement décentralisée, qui n'est gérée par aucune banque, par aucune instance internationale, et donc qui peut être utilisée de manière anonyme. Mais donc, personne vers qui se retourner en cas de problème. Une semaine après notre achat, nous n'avons toujours rien reçu. De toute façon, comment aurions-nous pu savoir si le produit était conforme ? Le vaccin Moderna doit être conservé à -20 degrés, -70 degrés si nous avions opté pour le Pfizer. Très honnêtement, on peut s'attendre surtout à avoir un faux vaccin quand on commence. Une petite fiole d'eau, oui, là, avec une belle étiquette par contre, mais en effet, il y a très peu de chances d'avoir le vaccin. On ne connaît pas la composition des vaccins ni des médicaments que l'on reçoit, donc forcément, il y a un risque et on ne connaît pas la dangerosité associée forcément. Mieux vaut donc attendre son tour. Les personnes de 70 ans sans comorbidité peuvent désormais prendre rendez-vous. La vaccination sera élargie aux plus de 50 ans sans pathologie particulière à la mi-avril. Restez avec nous sur BFM TV dans le journal de 16h. Nous reparlerons de ces contrôles renforcés tout le week-end dans les gares, les aéroports et les péages des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés tout le week-end. On en parle dans un instant, mais avant cela, la météo. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Et c'est une très belle séquence de temps doux et ensoleillé qui nous attend pour ces prochains jours. Alors encore un petit peu de patience, même si ici à Bordeaux, le ciel a tendance à se morceler un petit peu, un ciel variable, une température de 17 degrés, donc quelques éclaircies, elles seront beaucoup plus généreuses pour la journée de demain. Ce sont des conditions anticycloniques qui vont s'installer, un bel anticyclone du Maghreb jusqu'aux îles britanniques. Alors cet après-midi, on a encore un petit peu plus de nuages quand même sur les régions du nord, quelques averses ici ou là qui circulent sur l'extrême nord. Et puis donc pour la journée de demain, eh bien, ça devrait quand même s'améliorer. On va retrouver dès le lever du jour de très larges éclaircies, un ciel un petit peu plus voilé près de la Manche et notamment sur l'extrême nord. Quelques plaques de grisaille sur l'extrême sud-est, sur la Corse. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies résistent. Alors le voile nuageux va quand même gagner un petit peu de terrain sur les régions du nord, mais l'ambiance restera agréable. Les températures, comme le ciel aura été dégagé dans le courant de la nuit, elles vont être assez basses en matinée. Elles vont même avoir tendance à baisser par rapport à ce matin. -2 degrés à Aurillac. On attend 0 à Auxerre, 1 degré à Dijon, il fera 2 à Strasbourg, tout comme à Toulouse, 4 à Marseille, 5 à Paris, on ira jusqu'à 8 degrés, ce sera à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, là, les températures commencent à remonter jusqu'à 23 degrés à Bordeaux contre les 17 d'aujourd'hui, 14 degrés près de la Manche. Ce sera la valeur la plus basse, 17 degrés à Paris. Et puis ensuite, on est parti pour 3 belles journées, lundi, mardi, mercredi, avec des températures très agréables. On sera le plus souvent 10 degrés au-dessus des normales.
C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement en plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Le monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa. Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes? No Problemol. Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale. À prendre pendant 3 mois. Prostamol, No Problemol. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. Découvrez nos produits sur perco.com. Perco, engagé contre le mal de dos. Ceci est un dispositif médical. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, nous nous engageons pour une autre bio plus exigeante. Un exemple, une gamme unique de 2000 produits bons et bio labellisés La Vie Claire, sélectionnés rien que pour vous dans nos 380 magasins. Est-ce que vous l'entendez, cette petite voix intérieure qui vous dit « Pars, prends le large, te prends pas la tête, t'attends quoi, profite !» Quand vous lui demandez pourquoi, il vous répond « Et pourquoi pas? C'est toujours le bon moment. N'écoute pas ce qui t'empêche d'avancer. » Et quand cette petite voix vous dit « Essaye une Skoda !» Vous hésitez encore? Bah non, surtout en ce moment. Jusqu'à 6 000 € offerts pour l'achat d'un SUV de la gamme Skoda, et le tout sans condition. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez rendez-vous sur et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Islamisme, enquête sur une menace. Lundi à 21h sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la une du journal à 16h. Face à une troisième vague très intense, les contrôles dans les gares, les aéroports et les péages routiers sont intensifiés pour faire respecter l'interdiction de se déplacer dans 19 départements. Plus de 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end. Matignon le reconnaît, une course contre la montre est désormais engagée face à une troisième vague de l'épidémie de Covid en France. De nouvelles mesures encore plus strictes pourraient être annoncées par Emmanuel Macron ces prochains jours. Certains soignants craignent de leur côté de devoir bientôt faire le tri entre les patients à l'hôpital. La vaccination s'élargit. Les plus de 70 ans peuvent désormais être vaccinés et recevoir leur première dose, alors que près de 3 millions de doses sont annoncées pour la semaine prochaine par le gouvernement, par les mots d'Agnès Pannier-Runacher ce samedi. Conséquence de l'importance de l'épidémie en France, l'Espagne voisine demande désormais aux Français de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant de passer la frontière. Nous serons en direct, nous serons en Espagne avec Mathieu de Taillac.
Face à la troisième vague de l'épidémie de Covid, une course contre la montre est engagée. C'est ce qu'a reconnu hier Matignon. Les nouvelles mesures semblent ne pas encore avoir d'impact. Parmi elles, vous le savez, le gouvernement encourage les Français à être au maximum dehors avec une limitation à 6 personnes. Antoine Forestier, vous êtes Canal Saint-Martin à Paris. Est-ce qu'il y a des contrôles, Antoine ? Oui, un contrôle en cours de la part de la police nationale. Vous allez voir sur ces images de Vincent Gauthier, ça se passe juste derrière. Les policiers qui sont ici pour faire respecter plusieurs textes. L'arrêté de la préfecture de police déjà concernant la consommation d'alcool qui est interdite dans 33 lieux de Paris, dont le canal Saint-Martin. Mais de ce que nous constatons depuis tout à l'heure, ils font preuve de pas mal de pédagogie. Certains étaient ici cet après-midi avec des bières ou des verres de vin et n'ont pas été verbalisés. On leur a juste demandé de quitter les lieux. Il y a également toutes ces règles de distanciation sociales qui, elles, sont présentes dans un arrêté qui date de fin octobre dernier avec à l'intérieur tout ce qui concerne la distance entre groupes, l'interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes. Et là aussi, on nous a dit que si jamais ils constataient qu'il y avait des groupes de 7, par exemple, eh bien, les policiers se contenteraient de faire un rappel à l'ordre à ces personnes, mais ne verbaliseraient pas. En revanche, en ce qui concerne les possibilités de verbalisation, c'est tout ce qui concerne les attestations. Si jamais les policiers se rendent compte cet après-midi que quelqu'un est venu d'un autre département où les mesures sont actuellement renforcées, eh bien, il risque une amende. Les contrôles qui viennent tout juste de démarrer ici et de ce que l'on voit depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de procès verbal dressé parce que déjà il n'y a pas énormément de monde cet après-midi sur le canal Saint-Martin, même si le soleil commence à faire son apparition. Il n'y a pas de groupe très important, on voit seulement des gens qui sont regroupés à 2-3 personnes, pas beaucoup plus. Tiens, vous le voyez à l'instant sur ces images, des personnes qui sont ici avec une bière mais qui n'écoperont pas d'amende, voilà, vous le constatez ici, qui ont juste eu un petit rappel à l'ordre et qui vont devoir quitter les lieux avec cette boisson alcoolisée. Voilà un petit peu pour ce contrôle qui se poursuit ici cet après-midi. 70 policiers gendarmes sur les quais de Seine, 50 policiers ici sur le canal Saint-Martin qui sont mobilisés, qui font partie des 90 000 forces de l'ordre annoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce week-end pour tous ces contrôles sur tout le territoire. Merci Antoine Forestier en direct depuis le canal Saint-Martin à Paris avec Vincent Gauthier. Jean-Pierre Thierry, vous êtes avec nous en plateau, médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Asso Santé. On a vu ces contrôles policiers avec assez peu d'amendes, plutôt des rappels à l'ordre. Est-ce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, avec ces 19 départements désormais sur lesquels les mesures ont été durcies, tout cela suffit face à l'épidémie que l'on connaît actuellement ? Il y a une gradation des mesures. Je fais une remarque. La plupart des images qu'on voit qui rendent compte de l'application des mesures sont prises à l'extérieur. Or, donc, quand vous représentez l'extérieur, vous représentez que 5% du risque de contagion aujourd'hui. Sauf cas particuliers où les gens chantent, ont un peu trop pris d'alcool ou se retrouvent vraiment dans des fêtes. Donc, c'est pas là qu'est le risque en réalité. Alors, après, vous pouvez dire, je vais limiter les déplacements entre les régions internationaux à l'intérieur pour que les gens restent chez eux. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le risque n'est pas à l'extérieur, sauf exception. Il est dans les lieux de convivialité où les interactions sociales sont fréquentes et importantes, notamment dans les lieux d'enseignement et dans les entreprises. Emmanuel Macron évoque 2 nouvelles mesures à prendre. Peut-on encore échapper à un confinement strict ? Normalement, non, d'après les modèles. Alors, je rappelle que les modèles, c'est comme un avis de météo, si vous voulez. Donc, vous êtes un agriculteur, vous regardez la météo, vous dites il va y avoir un orage dans 5 jours, il vaut mieux que je fasse la récolte 3 jours. Dans les 3 jours, j'attends pas 5 jours, sinon ma récolte est foutue. Donc, tous les modèles montrent qu'en cas de croissance exponentielle, comme on le voit, évidemment, le plus efficace pour limiter la hauteur du pic et pour revenir pour faire décroître l'épidémie, ce sont des confinements malheureusement assez stricts. Comme il y a un an, avec fermeture des écoles ? Alors, il y a un an, faut pas oublier aussi, il n'y avait pas de masque, il y avait très peu de mesures barrières. Vous voyez, même quand on prend des images dehors, vous avez 99% des gens ont leur masque en réalité. Donc on n'était pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc on freinait pas la progression du virus. Donc la rapidité de la croissance de la première phase était extrêmement rapide et il fallait réagir tout de suite. Néanmoins, aujourd'hui, mettons si elle est 2 fois, 3 fois moins rapide, elle est suffisamment rapide pour que si on ne la cherche pas à la bloquer, notre système de santé ne tienne pas. Merci Jean-Pierre Thierry. On vous retrouve dans le journal de 16h30 dans un instant. Des mesures de freinage alors que les beaux jours reviennent. Il va faire exceptionnellement beau en effet ces prochains jours. Les précisions de Sandra Larue.
On est parti pour une séquence en effet extrêmement douce avec des températures qui vont grimper. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait notable parce que sur les régions du nord, on a quand même pas mal de nuages, mais la période de temps, enfin la journée est déjà bien ensoleillée sur les régions du sud et puis les températures vont grimper. On a des conditions largement anticycloniques qui vont s'installer sur le pays. On le voit, cette masse d'air qui va rougir, si bien que sur les journées de lundi, mardi et mercredi, on va atteindre probablement les 20 degrés sur la quasi-totalité du pays et la barre des 25 premiers degrés de l'année pourrait être atteinte sur les régions du nord. Avec ces températures très élevées, on a un ensoleillement qui sera parfait, qui va déjà se mettre en place pour ces prochains jours. Regardez les températures demain après-midi. Donc ça reste encore un petit peu timide, mais ça monte déjà sur les régions du nord. 23 degrés à Bordeaux. Et puis lundi, des températures qui continuent de grimper. Donc on en a au moins jusqu'à mercredi. Jeudi, on pourrait changer de flux. Mais déjà lundi après-midi, jusqu'à 25 degrés sur le sud-ouest et 21 à Paris. Et puis on va faire un point à présent sur les chiffres de la réanimation. Vous le savez, c'est un indicateur clé dans la gestion de cette épidémie. Ce qu'il faut connaître avec Alexis Cuvillier. En France, il y avait hier 4 766 patients hospitalisés dans des services de réanimation. En France, on se rapproche du pic de la deuxième vague, 4 903, qui avait été atteint le 16 novembre 2020. On est encore assez éloigné du pic de la première vague, atteint le 8 avril 2020, 7 019 patients. Un pic qui avait obligé tout notre système hospitalier à se réorganiser totalement. Et Alexis, quand on regarde région par région, c'est dans les Hauts-de-France que la situation est la plus critique. Oui, les Hauts-de-France, la seule région française où les deux pics des deux vagues précédentes ont tous les deux été dépassés. Une trentaine de patients en réanimation en plus par rapport au printemps 2020 et des lits supplémentaires qui sont en passe d'être armés dans les Hauts-de-France à la demande des autorités sanitaires. Dans d'autres régions, en Normandie, dans le Grand Est, le nombre de malades en soins critiques est supérieur à celui de novembre. En région PACA, il est pratiquement désormais équivalent. Et aussi l'inquiétude en Île-de-France où les soignants s'alarment d'un possible rapprochement maintenant avec le pic d'avril 2020. Écoutez Mathias Vargon, le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Il était particulièrement inquiet tout à l'heure sur notre antenne. Si ça continue comme ça, si les prévisions sont justes, on va à un moment, et il va falloir le dire, trier nos patients. Trier. Et il faudra pas venir me voir en me disant, parce qu'on a eu ça, hein, vous triez pas. Là, on va trier. Et on va pas trier du vieux. Parce qu'on le voit, les patients âgés, les patients d'EHPAD, ils sont soit morts, soit ils ont été malades et s'en sont sortis, soit ils sont vaccinés. Ce qu'on va trier, c'est des gens plus jeunes. Et sur comment va se faire le tri, il se fera sur l'espérance de vie. Donc moi, je ne souhaite pas arriver au tri. Ça s'appelle de la médecine de catastrophe. C'est ce qu'on fait quand vous avez un attentat ou une guerre. Eh ben, vous triez, c'est-à-dire ceux qui vont mourir très probablement, vous les mettez de côté et vous leur donnez de la morphine. Ça s'appelle la médecine de catastrophe. Nous, on ne veut pas arriver à la médecine de catastrophe, c'est-à-dire trier des patients, les urgentistes, les réanimateurs, décider que celui-là, il ira pas en réa, celui-là, il ira même pas en salle, il restera dans un coin de couloir aux urgences. Et puis on lui mettra de l'oxygène et on croisera les doigts. Voilà. On l'a compris, Alexis, tension hospitalière très forte, mais certaines régions ont encore un peu de marge ? Vous vous souvenez, la région Auvergne-Rhône-Alpes était l'épicentre de la deuxième vague en novembre dernier. Eh bien, il y a en ce moment 2 fois moins de patients Covid dans les services de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'en novembre. La situation est un peu identique, tension hospitalière moins forte que lors des premières vagues, également en région Bourgogne-Franche-Comté. Mais attention, les pourcentages d'occupation ne sont tout de même pas très bons. Beaucoup de lits occupés par des patients Covid dans ces régions. Des mesures de freinage ont d'ailleurs été prises dans la Nièvre et le Rhône qui se trouvent dans ces deux régions. Comme l'année dernière, l'ouest du pays est moins touché, en tout cas pour l'instant. Mais attention, nous disent les autorités sanitaires, l'évolution de l'épidémie inquiète en ce moment sur tout le territoire. Une inquiétude partagée par Éric Revu, chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il était avec nous tout à l'heure. La situation est-elle comparable à celle d'il y a un an dans son service? Écoutez sa réponse. On est dans la même situation que l'année dernière, avec une tension supplémentaire. La grosse différence, pour simplifier par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait vidé l'hôpital pour ne prendre que des patients Covid. Cette année, on doit traiter et on ne traite aussi des patients qui n'ont pas le Covid, ce qui met davantage en tension tout le système hospitalier.
Je vous rappelle que c'est un enseignement qu'on avait appris de l'année dernière, c'est qu'on ne voulait pas que des patients qui n'avaient pas de pathologie Covid, notamment des cancers, des AVC, des infarctus, soient pénalisés parce que simplement ils n'avaient pas le Covid. Donc actuellement, on traite tout le monde, mais ça met davantage en tension la situation. On parle à présent des écoles et notamment de cet appel au secours des enseignants du lycée Delacroix de Drancy. Dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, département avec le taux d'incidence le plus élevé de France, 754 quasiment pour 100 000 habitants, les enseignants ont envoyé jeudi une lettre à Emmanuel Macron. Avec nous en direct pour en parler, Fabrice Morel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur dans ce lycée Eugène Delacroix de Drancy. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'envoyer une lettre au chef de l'État? Expliquez-nous. Écoutez, la situation est grave, puisque nous dénombrons une vingtaine de décès parmi les familles de nos élèves, un très grand nombre de cas avec une accélération de l'épidémie au sein de l'établissement. Et donc, il nous semblait qu'à un moment donné, il fallait sonner l'alarme pour qu'on soit un petit peu écouté. Il semblerait que les annonces faites vendredi par le ministre aillent dans ce sens. Et voilà, notre action, notre droit de retrait avait pour but justement d'alerter une situation catastrophique. Qu'attendez-vous comme réponse de la part du gouvernement? Nous, ce qu'on a demandé, c'est que l'établissement puisse fermer. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, on a reçu des courriels de la direction qui ferment effectivement de nombreuses classes du fait de la présence d'élèves qui sont infectés par le virus. Pour bien comprendre la situation, rappelez-nous les chiffres dans votre établissement du nombre d'élèves touchés, du nombre d'enseignants. Redonnez pour bien comprendre ce qui se passe. Qu'on soit d'accord, les chiffres. Alors il y a une difficulté de communication et puis d'estimation des chiffres. C'est-à-dire que là, cette semaine, du fait de notre demande de droit de retrait, on a eu enfin des chiffres globaux parce qu'autrement ils sont diffusés au compte-gouttes en fait en fonction des élèves qu'on a et pas forcément de l'ensemble de la population de l'établissement. Et donc là, on avait plus d'une cinquantaine d'élèves positifs, estimés. On avait des enseignants aussi concernés de la même manière, plus les cas contacts et des classes qui fermaient cette semaine les unes après les autres. Donc, difficile de vous donner des chiffres, mais force est de constater qu'on était particulièrement touchés, avec une incidence très, très importante. On imagine que vous faites un parallèle entre ce qui se passe dans le microcosme de votre lycée et ce qui se passe au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. C'est le département où le taux d'incidence est le plus élevé, c'est caractéristique. Oui, tout à fait. Donc on est face à des populations qui sont souvent déshéritées, en difficulté et qui sont en première ligne, si je puis m'exprimer ainsi, et qui subissent de fait les problèmes liés à cette épidémie. Donc là, c'est pas acceptable en termes d'égalité, c'est pas acceptable. Droit de retrait pour combien d'enseignants? Alors écoutez, ça dépendait des jours. Il y a eu mardi, me semble, plus de 20, entre 20 et 25 collègues qui étaient en droit de retrait. Vendredi, 17. Ce qui, compte tenu des enseignants qui étaient attendus dans le lycée, ce jour-là, sachant qu'une partie sont à distance, d'autres sont eux-mêmes infectés, était un nombre assez important de personnel mobilisé. Et donc là, désormais, vous attendez une réponse et des mesures plus claires, c'est ça? Disons que là, la réponse commence à arriver puisque aujourd'hui même, la direction a communiqué et a décidé de fermer. Pour ma part, par exemple, j'ai 5 classes qui sont mises à distance pour les 2 semaines à venir. Et vous attendez une fermeture du lycée intégralement? Écoutez, c'est ce qu'on a demandé. Une collègue a commencé à faire un tableau récapitulatif de l'ensemble des classes, puisque moi, en fait, je n'ai d'informations que pour les classes que j'ai en face de moi. Et ce tableau nous permettra de voir, en fait, au final, combien de classes seront fermées, par exemple, lundi. Et à mon avis, nous allons fonctionner avec très, très peu d'élèves. Beaucoup de familles refusent d'envoyer leurs enfants au lycée. C'était le cas cette semaine.
Merci beaucoup Fabrice Morel d'avoir été avec nous donc, pour parler de cette situation très compliquée dans ce lycée de Seine-Saint-Denis à Drancy. On rappelle l'une des règles principales qui a été annoncée hier pour ce nouveau protocole sanitaire dans les écoles dès ce lundi. Dans les 19 départements concernés par les nouvelles restrictions, dès qu'un seul cas sera constaté, l'ensemble d'une classe va devoir fermer. Nous sommes en direct avec le professeur Tadevin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Sur les écoles, est-ce que selon vous, il faut fermer les écoles ? C'est une situation compliquée. Les écoles n'ont pas joué un rôle majeur dans cette épidémie, mais quand on entend ce témoignage et quand on sait que le variant britannique est probablement plus apte à se transmettre chez les populations jeunes, il y a vraiment de quoi se poser des questions, effectivement. Et quel est l'équilibre à trouver quand on entend que le gouvernement souhaite garder ces classes ouvertes pour continuer à assurer l'éducation des plus jeunes, mais qu'en même temps, on a l'impression que l'épidémie passe beaucoup par ces établissements scolaires. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'est pas certain du rôle que jouent ces établissements scolaires et il a bien été dit que la fermeture des écoles serait un dernier recours, mais on peut se poser la question de savoir si on n'y est pas là au dernier recours, d'autant que les mesures qui sont prises maintenant n'auront pas un effet avant 1 ou 2 semaines en termes de confinement. Donc non, je suis tout à fait concerné par ce genre de situation-là qui suggère qu'il faudrait effectivement commencer à fermer ce genre d'école. Vous restez avec nous, professeur Tadevin. On voudrait aussi parler de la vaccination. Plus de 7 millions de personnes ont reçu une première injection et plus de 2 650 000 personnes ont reçu les 2 doses. Et ce samedi marque le coup d'envoi de la vaccination pour les plus de 70 ans, sans comorbidité. Écoutez ce témoignage dans une pharmacie marseillaise ce matin. Je garde mes petits-enfants et donc j'estime être en risque quand même relatif. J'aurais préféré Pfizer parce que j'aurais été vaccinée plus rapidement, mais bon... Là, au moins, j'ai une semi-immunité, on va dire, pour l'instant. On va revenir dans un instant avec vous, professeur Pierre Tadevin. On avait une réaction, Jean-Pierre Thierry, vous souhaitiez réagir sur les écoles, sur la fermeture des écoles qui est demandée par certains enseignants. Et notamment sur la Seine-Saint-Denis, parce que vous savez, cette épidémie, c'est aussi un révélateur d'inégalité sociale en réalité. Les formes graves touchent plus, ça a été dit, les populations défavorisées. À la fois parce que les personnes présentent des facteurs de risque, mais aussi par les conditions de vie favorisent le développement de l'infection. Pour revenir à la Seine-Saint-Denis, sur les doses qui ont été, je crois, proposées à la Seine-Saint-Denis, comme il n'y a pas eu de gestion locale, une partie des doses ont été injectées à des gens qui ne venaient pas de Seine-Saint-Denis. Donc il y a des efforts tout à fait particuliers à faire sur les zones défavorisées. Dans d'autres pays, dans les critères d'affectation des doses, on a un critère qui s'appelle l'indice de vulnérabilité sociale. Pas en France. Professeur Tadevin, sur la vaccination là, dont on parlait, les vaccinodromes géants qui sont mis en place, la vaccination massive en général, c'est la seule vraie solution ? Il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur la vaccination quand on voit la situation actuelle. Donc ça paraît le meilleur moyen certainement de vacciner beaucoup de monde rapidement. Merci beaucoup, professeur Pierre Tadevin, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et face à une situation très tendue en France, l'Espagne a décidé de prendre des mesures pour passer la frontière. Désormais, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera demandé à toute personne française qui souhaite entrer sur le territoire espagnol. Les précisions de Mathieu de Taillac, correspondant de BFM TV en Espagne. Le privilège de ceux qui arrivent par la route ou par le train est terminé. À partir de mardi prochain, il va falloir présenter comme les autres, effectivement, ce PCR de moins de 72 heures. Cette obligation était déjà en vigueur depuis fin novembre pour les Français qui arrivaient en Espagne en avion. Le résultat de leur test négatif était régulièrement contrôlé dans les aéroports. On ne savait pas bien pourquoi, mais les automobilistes et les passagers des trains en étaient dispensés, probablement parce que tout simplement il est plus difficile de contrôler tous les postes frontaliers. Et on sait que les Français sont nombreux à se rendre en Espagne en voiture. C'est bien simple. Selon l'Institut national des statistiques, l'équivalent de l'INSEE, les régions frontalières sont les plus visitées par les Français. C'est la Catalogne, c'est le Pays Basque surtout. Ça vient largement devant Madrid, malgré toutes les informations qui circulent. Madrid n'est que la 7e destination des Français qui vont en Espagne, donc la plupart viennent en voiture. Quoi qu'il en soit, le privilège des Français qui provenaient de la voiture est terminé, sauf pour les routiers et les travailleurs transfrontaliers
qui sont encore dispensés du PCR. Alors cette mesure intervient quand les contagions commencent à remonter doucement en Espagne, avec 7500 cas au cours des dernières 24 heures. L'Espagne reste tout de même pas loin de 6 fois moins touchée que la France. Dans l'actualité également de ce samedi, la situation du porte-container Ever Given est échouée, vous le savez, depuis mardi à l'entrée sud du canal de Suez. Ce porte-container géant pourrait être dégagé en début de semaine prochaine. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif de la maison mère de la société néerlandaise mandatée pour aider à la tâche. On en parle avec Vincent Groiselot. Vous êtes rédacteur en chef de mer-et-marine.com. Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué là, pour débloquer ce porte-container ? Alors, c'est effectivement très complexe. Alors, il faut comprendre déjà qu'on a affaire à un navire géant. C'est un des plus gros bateaux du monde. C'est un bateau qui fait 400 mètres de long, une soixantaine de mètres de large, et qui est complètement chargé. Il arrive d'Asie à plein pour ravitailler un différent port entre, la Méditerranée et l'Europe, et passe donc par le canal de Suez. C'est plus de 200 000 tonnes. Et donc, une inertie énorme quand il est allé s'encastrer dans la berge. Il y a une quinzaine de mètres de coque sur l'avant qui est encastré dans la berge. Et donc, maintenant, la difficulté, c'est de le sortir de là, en faisant très attention à ne pas abîmer le bateau. Il y a une répartition des poids sur ce géant des mers qui est extrêmement fine, précise, et donc on ne peut pas tirer n'importe comment, on peut pas, il faut faire très attention. Et donc là, première étape, c'est tenter avec des remorqueurs. C'est pas suffisant, donc il faut aller ensuite essayer de creuser sous la quille, c'est-à-dire en fait créer un espèce de bassin, si vous voulez, autour de la proue qui est encastrée dans le sable, enlever le sable. C'est le travail des pelleteuses, c'est le travail de drague qui ont essayé d'enlever des sédiments pour essayer de remettre le plus possible cette partie de coque à l'eau. Et puis les autorités espèrent aussi beaucoup de la marée les coefficients vont augmenter dans les jours qui viennent pour tenter de le sortir. Mais il est possible que ça soit pas suffisant, et donc à ce moment-là, la seule solution, ça va être d'en décharger, de l'alléger, d'en décharger une partie, et notamment ces conteneurs. Mais pour ça, il faut faire venir des grues géantes. Il n'y en a pas sur place, il y en a une qui est en route, pour commencer à décharger ces conteneurs qui se trouvent à plus de 40 mètres de haut. Voilà, l'un après l'autre, pour décharger par dizaines de tonnes ce bateau, pour lui redonner de la flottabilité. Donc c'est très complexe, il ne faut surtout pas abîmer le bateau, et ça va prendre du temps. Justement, combien de temps ça pourrait prendre, toutes ces manœuvres que vous venez de décrire? On a l'impression que la situation ne va pas être résolue de sitôt. On n'est pas à l'abri non plus d'avoir un petit peu de chance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les moyens sont mis en œuvre aujourd'hui pour dégager ce bateau, et surtout le dégager sans altérer son intégrité, c'est-à-dire sans casser la coque, parce qu'évidemment, ça serait une situation de catastrophe. Les meilleures compagnies de sauvetage au monde, Smith notamment, que vous citiez, sont sur le pont, donc ça peut prendre quelques jours. Certains ont dit peut-être plusieurs semaines, mais pourquoi pas quelques jours. Dans cette affaire-là, il y a toujours évidemment une grande expertise, beaucoup d'attention, et puis il y a aussi un facteur chance. Voilà, si la marée joue, si le bateau est suffisamment remis en flottabilité, peut-être que ça va pouvoir se dégager dans les jours qui viennent. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut que ça soit très rapide, parce que là, ça commence à poser au fil des jours un certain problème pour le commerce mondial. C'est ça, justement, j'allais y venir, Vincent, parce que des centaines de navires, je crois, sont en attente dans les deux sens, avec du coup des conséquences économiques très importantes. Oui, parce que quelques jours, c'est pas très très grave, c'est du retard, mais on perd pas des marchandises. Les marchandises sont toujours là, elles vont juste arriver en retard. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui fonctionne à flux tendu, sans stock. Et donc, si vous dépassez un certain nombre de jours, vous allez vous retrouver avec des usines qui attendent par exemple leurs pièces détachées qui viennent de Chine, qui ne seront pas là et qui vont être obligées d'arrêter leur production. Ces bateaux, ces porte-conteneurs, il faut comprendre, c'est vraiment la colonne vertébrale de la mondialisation. Une grande partie des biens de consommation qu'on a dans nos supermarchés, tout ce qui est fabriqué en Chine, en Asie du Sud-Est, ça vient par ces navires. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les approvisionnements en matières premières, il y a les hydrocarbures, le gaz qui viennent du Moyen-Orient, qui passent également par là, il y a des paquebots, des navires militaires, il y a même des navires qui transportent du bétail. Et voilà, c'est toute cette autoroute maritime entre l'Asie et l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, la mer Rouge et la Méditerranée, qui est concernée. Et donc évidemment, les autorités égyptiennes vont tout faire pour remettre en service ce canal le plus rapidement possible, et éviter justement non seulement de ne plus avoir elle-même de rentrée d'argent liée au passage des navires dans ce canal, mais également de ne pas impacter le trafic mondial, et d'avoir finalement des armateurs qui seraient obligés, comme alternative, de faire le tour de l'Afrique. Le problème, c'est que c'est quasiment 10 000 km en plus, que ça prend entre une semaine et 15 jours, suivant le type de bateau et la vitesse à laquelle ils vont, pour contourner
tourner l'Afrique. Et donc, on voit très très rapidement le problème dans une économie, encore une fois, à flux tendu, où on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui attendent leurs commandes et qui sont bloquées sur ces centaines de navires qui attendent de pouvoir passer le canal de Suez. Merci pour ces éclairages sur cette situation complexe dans le canal de Suez. Rédacteur en chef de mer-et-marine.com. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, nous reparlerons de ces contrôles renforcés tout week-end dans les gares, les aéroports et les péages des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions sanitaires en France. 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. À tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, j'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Avant Maya, je l'aurais attaqué. Maintenant, nous sommes amis. Feliway Optimum. Pour une sérénité renforcée de toute la famille. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Si t'as besoin d'un lit, c'est Compagnie du Lit. Ah, je confirme. Envie de bouger, de pédaler, de vous dépasser, de vous surpasser, tout en restant à la maison. Avec la salle de sport virtuelle Echelon Fit, profitez des séances d'entraînement variées de nos coachs professionnels en compagnie de nombreux autres sportifs. Et tout ça depuis chez vous, quand vous le voulez. Bravo Sandra! Rejoignez la communauté Echelon sur www.echelonfit.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous vous êtes déjà trouvé plus chic au volant d'une BMW. Et vous aviez raison. Vous vous êtes déjà trouvé plus intrépide au volant d'une BMW. Et vous aviez raison. Et si vous vous trouviez tout simplement plus fier de vous au volant d'une BMW, vous auriez raison. Nouvelle BMW iX3 100% électrique. Et si vous aviez raison de vouloir changer? Yo, what I do is a Vogue GQ interview on the runway, ready for the shoot. Glam squad got me looking hella cute. L1212, les nouvelles eaux de parfum par Lacoste. 40% des Français rêvent d'avoir plus d'intimité dans leur jardin. Alors pour que 100% d'entre eux aient un jardin à eux, vraiment rien qu'à eux, Castorama invente la gamme Neva, ultra facile à poser. La crise sanitaire a mis en pause nos vies. Et même si c'était dur, on a su patienter. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, comme la lutte contre le sida. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Et c'est donc confirmé, ce sont de très belles conditions qui nous attendent pour ces prochains jours. Alors encore un petit peu de patience puisque ce samedi, on a quand même malgré tout pas mal de nuages. On le voit très bien d'ailleurs sur cette animation satellite sur les régions du nord. Également au pied des Pyrénées, quelques précipitations même associées qui circulent sous forme d'averses sur l'extrême nord, au nord de la Seine.
Un coup d'œil à ce qui vous attend demain. Alors déjà, on pourra noter une belle amélioration avec dès le lever du jour ces très belles éclaircies qui vont s'imposer sur quasiment tout le pays. Près de la Manche, un léger voile nuageux, un vent sensible, quelques plaques de grisaille sur l'extrême sud-est sur la Corse. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, le voile nuageux au nord va gagner un petit peu de terrain sur la moitié nord. Ça restera quand même très calme, très agréable et surtout très ensoleillé sur une très large moitié sud. Les températures, dans un premier temps, le matin, comme le ciel aura été dégagé pendant la nuit, elles vont baisser sur l'ensemble du territoire. Donc on aura encore moins 2 degrés du côté de Aurillac, 0 à Auxerre, 1 degré à Bourges. Il fera 2 degrés seulement à Toulouse, 5 à Lille, tout comme à Paris, jusqu'à 8 degrés, ce sera pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, là, les valeurs commencent à grimper sur l'ensemble du territoire. 14 degrés près de la Manche, la valeur la plus basse, 17 à Paris, tout comme à Strasbourg. Il fera 18 à Marseille et on ira jusqu'à 23 degrés à Bordeaux. Et ce n'est pas fini puisque lundi, le soleil va s'imposer au moins jusqu'à mercredi. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. 19 départements français désormais soumis au durcissement des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19. 3 de plus que le week-end dernier. Il s'agit de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône. Et pour s'assurer du respect des règles, 90 000 policiers et gendarmes sont déployés tout le week-end au péage routier, dans les gares et les aéroports. Cette troisième vague est intense. Matignon évoque une situation critique alors que la pression augmente en réanimation. Les hôpitaux vont-ils tenir le coup? Nous en parlerons dans cette édition. Des enseignants de Seine-Saint-Denis appellent Emmanuel Macron au secours. Dans leur établissement, le lycée Delacroix de Drancy, une 60aine de cas de Covid-19 ont été détectés depuis le début mars chez des élèves. Et leurs classes ferment les unes après les autres. Certains professeurs ont exercé leur droit de retrait. Et puis l'accélération de la vaccination au cœur de la stratégie sanitaire du gouvernement. Aujourd'hui, une nouvelle catégorie de Français est autorisée à se faire vacciner. Les plus de 70 ans sans comorbidité et prochainement 38 vaccinodromes géants ouverts 7 jours sur 7 seront installés sur le territoire. Et face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, une course contre la montre est désormais engagée. C'est ce qu'a reconnu Matignon hier. La Nièvre, l'Aube et le Rhône font passer à 19 le nombre de départements désormais concernés par les mesures de freinage massif. Et les contrôles sont renforcés ce week-end dans les gares, les aéroports et au péage. Au péage de Villefranche dans le Rhône, les contrôles de police ont démarré. Les détails de Thomas Herman sur place. Des contrôles routiers sont en place sur cette barrière de péage à Villefranche sur l'autoroute A6. Ils sont menés par la gendarmerie. Ils s'assurent que chaque automobiliste dispose d'une attestation correctement remplie. Il faut une attestation papier ou numérique au-delà de 10 km pour aller faire des courses et interdiction de quitter la région, sauf pour des motifs professionnels ou familiales impérieux. Je vous propose d'écouter à ce sujet le sous-préfet au micro de Marion Delpierre. Le département du Rhône qui a de nouvelles restrictions sanitaires depuis la nuit dernière. La situation sanitaire n'est pas très favorable. Le taux d'incidence est au-dessus du seuil des 400. Il est à 412 et le taux d'occupation en service de réanimation est de 86%. Depuis le début, ça se passe bien parce que la grande majorité des automobilistes connaît cette règle. Par contre, il y a quelques personnes qui manifestement n'ont ni lu le journal ni regardé les chaînes info et qui ne sont pas munies d'attestation. À partir de là, elles s'exposent à une amende. Autre département soumis à ce durcissement des mesures, l'Aube. Dans ce département, le taux d'incidence est de 495 cas pour 100 000 habitants sur une semaine glissante contre 337 en moyenne en France. Et la tension hospitalière, vous le voyez, est de 175%. Angie Loata, vous êtes à Troyes, où les habitants doivent donc respecter ces nouvelles restrictions. Les contrôles ont commencé également ? Oui, absolument. Les contrôles ont commencé. Il y en a eu depuis ce matin et on nous a expliqué que sur cette nouvelle règle des 10 km, sur ce qui est finalement le plus actuel en termes de confinement, les policiers n'avaient eu qu'une seule verbalisation. Mais ici, on est avec Cathy, habitante de Troyes, personnel soignant qui plus est. Vous avez le sentiment d'être confiné quand vous regardez autour de vous ? Sans plus que ça. Rien n'a changé par rapport à avant. Vous me disiez surtout, on a l'impression de ne jamais avoir été déconfiné. Voilà. On n'a jamais été déconfiné, on a toujours le masque sur le nez, on fait toujours usage du gel hydroalcoolique, on a toujours eu plus ou moins des attestations à faire. Il n'y a eu que quelques mois là où on a eu un laps sans attestation. Mais voilà, on se déplace, on va dire à peu près le plus normalement du monde. On fait un peu plus attention, il y a moins de monde dehors, mais à part ça, on essaye de préserver une certaine normalité pour pas craquer, quoi. Ce que vous me disiez, c'est on commence à trouver le temps long, en fait. Bah, carrément.
carrément. Ça fait quoi depuis décembre 2019 qu'on entend parler de ce truc-là? Ça fait long, ça fait très très long. Merci beaucoup Cathy, on vous laisse finir donc cette crêpe, profiter un tout petit peu du soleil qui est en train de se cacher mais qui a été présent quand même une bonne partie de la journée avec des règles globalement respectées et cette incitation également à rester dehors et pas seulement à la maison pour beaucoup d'habitants, notamment parce qu'on se contamine moins dehors, est plutôt respectée ici dans l'Aube. Merci Angie Loita avec Camille Fournier en direct de Troyes et on en parle en plateau avec vous. Jean-Pierre Thierry, on a vu ces personnes à Troyes à l'extérieur qui ne se sentent pas vraiment plus restreintes dans leur vie quotidienne depuis ces dernières mesures. Est-ce que c'est suffisant compte tenu de l'évolution de l'épidémie actuellement? Est-ce qu'il ne fallait pas confiner plus strictement plutôt? Si vous voulez, on restreint les transports pour plusieurs raisons. On les restreint au niveau international, quand par exemple un pays est très contaminé, est très contaminant, et qu'on n'a pas encore beaucoup de virus en circulation. On peut faire ça à un niveau national pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, j'ai une partie des régions où le virus circule peu, donc je vais éviter qu'il y ait des échanges entre les régions. Et à l'intérieur d'une région où c'est très confiné, les limitations de déplacement sont en réalité faites pour limiter les interactions sociales. C'est pour ça qu'on dit, vous pouvez sortir à 10 km ou, par exemple, c'est arrivé dans d'autres pays, vous pouvez sortir qu'1 heure par jour. Vous voyez ? Donc, je comprends la dame parce qu'il n'est pas tout à fait évident que le sortir dehors, etc., en faisant toutes les précautions, soit suffisant pour, en réalité, contrôler l'épidémie là où le virus circule, c'est-à-dire à l'intérieur en réalité. Et il circule tant que le télétravail n'est pas généralisé sur les lieux de travail, soit les entreprises publiques ou privées, surtout s'il y a des cantines, et dans les lieux d'enseignement, peut-être moins dans le primaire, mais très certainement au collège et au lycée. Donc en ce moment, il y a une sorte de difficulté à comprendre les messages qui sont passés. Et par ailleurs, on montre surtout des images de l'extérieur aujourd'hui qui représentent en réalité que 5% du risque de contamination. Alors du côté de l'exécutif, pas question de prononcer le mot et le terme de confinement strict généralisé. Jeudi toutefois, Emmanuel Macron a déclaré que les semaines qui venaient seront difficiles. Nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou, a déclaré le chef de l'État. Pourrait-il faire de nouvelles annonces? Quand et sous quelle forme? Les précisions d'Anne-Sora Dubois du service politique. Si jamais c'est le président de la République qui s'exprime, il y a de très grandes chances que ce soit pour annoncer effectivement un confinement strict. C'est la règle depuis le début de cette épidémie. Mauvaise nouvelle égale annonce par le Premier ministre. Très mauvaise nouvelle annonce par le président de la République. Mais c'est pas du tout ce qui est... Effectivement, mais c'est pas du tout ce qui est dans les tuyaux à cette heure. En tout cas, pas avant qu'on ait les chiffres définitifs du milieu de semaine. En milieu de semaine, soit mardi, mercredi à peu près. On sera précisément 10 jours après la prise des mesures qui concernent les 16 premiers départements qui ont été concernés par ces restrictions de circulation et par ce semi-confinement. Tant qu'on n'a pas ces chiffres, il n'y a pas de décision prise. Il y a encore des mesures que peut dégainer l'exécutif avant d'en arriver à un confinement strict. Il peut y avoir des demi-jauges, il peut y avoir des classes un jour sur deux, il peut y avoir des classes dédoublées, il peut y avoir des confinements, mais avec l'école ouverte quand même. On sait que c'est vraiment un point auquel tient le président de la République et le ministre d'ailleurs de l'Éducation nationale. C'est un choix français qui a été fait au point que c'est devenu quasiment un étendard maintenant politique. Et il y a bien un nombre de nos voisins qui, eux, ont fermé les écoles, qui sont en train de vivre. C'est ce que disait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal il y a 48 heures, une catastrophe éducative mondiale. Ce n'est pas le choix qu'a fait la France et jusqu'au bout elle va essayer de le tenir. En tout cas, on attend les chiffres, encore une fois, du milieu de la semaine prochaine pour avoir des certitudes. Les mesures sont-elles à la hauteur de l'enjeu? La question se pose alors que de plus en plus de zones du territoire font face à une flambée de l'épidémie de Covid-19. Vous voyez les chiffres, plus de 41 000 nouveaux cas en 24 heures, près de 900 décès supplémentaires à l'hôpital et en EHPAD sur cette même période. Et si certains soignants craignent désormais de graves conséquences très prochainement dans leurs hôpitaux, on fait le point sur la situation avec Constance Bostoen. Allez, madame, vous allez penser à quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose d'agréable pour vous. Les médecins doivent intuber cette patiente en urgence. Est-ce que je suis bien dedans cette fois-ci? Je suis bien dedans. C'est tout bon. Atteinte d'une forme grave du Covid, elle est loin d'être la seule. Ici, les cas sont de plus en plus graves et le service est complètement saturé. En réanimation, on est à 22 patients en réa sur 22 lits ouverts. Et le service est à l'image de tous les autres dans les Hauts-de-France. Le pic en réanimation y est désormais plus haut qu'en avril dernier. On ne s'attendait pas forcément à un regain de cette épidémie de manière aussi rapide et aussi intense. On sent que c'est très dur.
Une situation critique dans le nord, mais aussi en Île-de-France. Là, le pic en réanimation n'a pas atteint son niveau du printemps dernier, mais il est déjà passé largement au-dessus de celui de la deuxième vague. Avec un taux d'incidence dans la région qui dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants, mais aussi 1422 personnes en soins critiques. Les médecins craignent désormais le pire. Et dans l'état actuel des choses, je ne les vois pas arriver, les bonnes surprises. Je pense que, moi, ma grande angoisse, ce serait qu'on ait des morts dans les urgences de l'hôpital parce qu'on ne pourra plus être capable d'accepter des malades supplémentaires. Car selon les médecins, si les prévisions se réalisent, la situation sera bien pire que les 2 vagues précédentes. Le personnel soignant devra alors mettre en œuvre ce qu'ils appellent de la médecine de catastrophe. On va à un moment, et il va falloir le dire, trier nos patients. Trier. Et il ne faudra pas venir me voir en me disant, parce qu'on a eu ça, vous triez pas. Là, on va trier. Et on ne va pas trier du vieux. Les médecins en appellent désormais à la responsabilité de chacun pour éviter de revivre ce qu'ils dénoncent, comme l'enfer du printemps dernier. On parle à présent des établissements scolaires et notamment de cet appel au secours des enseignants du lycée de la Croix de Drancy en Seine-Saint-Denis. Ils ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron et certains ont exercé leur droit de retrait car la situation est alarmante dans ce lycée. La situation est grave puisque nous dénombrons une vingtaine de décès parmi les familles de nos élèves. Un très grand nombre de cas avec une accélération de l'épidémie au sein de l'établissement. Et donc, il nous semblait qu'à un moment donné, il fallait sonner l'alarme pour qu'on soit un petit peu écouté. Il semblerait que les annonces faites vendredi par le ministre aillent dans ce sens. Et notre action, notre droit de retrait avait pour but justement d'alerter une situation catastrophique. Mais nous, ce qu'on a demandé, c'est que l'établissement puisse fermer. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, on a reçu des courriels de la direction qui ferment effectivement de nombreuses classes du fait de la présence d'élèves qui sont infectés par le virus. Et on en vient à présent à la vaccination sur lequel le gouvernement mise pour contrer cette flambée de l'épidémie. À partir d'aujourd'hui, les 70-74 ans sans comorbidité sont autorisés à se faire vacciner en centre dédié, en pharmacie ou encore chez leur médecin. Et pour le moment, plus de 7 500 000 personnes, vous le voyez, ont déjà reçu une première injection et plus de 2,6 millions une deuxième dose, soit plus de 10 millions de personnes au total. La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, annonce, elle, la livraison de 3 millions de doses supplémentaires la semaine prochaine, confirmée par plusieurs laboratoires. Jean-Pierre Thierry, sur cette stratégie vaccinale, quel est votre avis? Est-ce que enfin, ça y est, on a enclenché la seconde là, pour aller plus vite? Oui, on savait, la prévision de doses, elle était prévue. Donc à partir d'avril, on aurait énormément de doses. Pour revenir, le lien avec le problème de l'école, si vous voulez, c'est que le plateau, qui n'est pas un pari, qui est un arbitrage en disant j'ai pas besoin de faire un confinement strict et effectivement je vais éviter les effets, par exemple, d'une fermeture des écoles, c'était très certainement possible si le variant anglais n'était pas arrivé. En réalité. Donc le variant anglais rebat complètement les cartes. Et pour revenir à votre question, on n'a pas la population qui a été vaccinée n'est pas suffisamment importante pour qu'on n'ait pas les risques de cette troisième vague à très haut niveau dans les conditions actuelles. Et notamment aussi parce que les gens qui vont aller en réanimation à partir des cas qu'on connaît déjà et qu'on va connaître si ça continue à augmenter, c'est pas ceux qui ont été vaccinés, puisque ceux qui ont été vaccinés en priorité, c'est pas ceux qu'on retrouve en réanimation majoritairement. Il faudrait donc ouvrir la vaccination à plus de public ? Alors, dans les pays qui ont joué cavalier seul et qui sont allés beaucoup plus vite que les États membres de l'Union européenne, on voit déjà les effets, puisque vous avez vacciné une grande partie de la population à risque. Donc il reste quand même une partie de la population qu'il faudra continuer à vacciner, mais vous avez une diminution très rapide des hospitalisations, des cas graves et de la mortalité. La France n'est pas encore à ce stade. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Thierry, médecin spécialisé en santé publique, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Restez avec nous. Dans un instant, nous vous proposerons notre reportage Réanimation, la technique de la dernière chance, au sujet d'une technique médicale réservée aux cas graves de patients atteints de Covid-19, la circulation extracorporelle. A tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV.
Regardez le JT Sport avec le drive à prix dépôt de Brico Dépôt pour réaliser tous vos travaux. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Du bleu outre-mer. Oui, c'est ça, du bleu outre-mer. Oui, sauf que dans le bleu outre-mer, il y a beaucoup de bleu. Peut-être un peu trop. Bien vous comprendre, c'est aussi vous offrir les meilleurs prix près de chez vous. Chez Monsieur Bricolage, la peinture blanche du luxe Valentine est à seulement 29,95 €. En ce moment, profitez de moins 20% sur votre abonnement la première année avec l'offre gaz énergie garantie 2 ans. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Nouveau gel douche bio, le Petit Marseillais. Une mousse légère, des ingrédients bio cultivés localement et des parfums qui sentent bon la Provence. Le Petit Marseillais reste en nature. Clarins, nouveau Extra Firming Energy. La fermeté et l'éclat de votre peau en un seul soin. Toute notre expertise fermeté, enrichie d'un concentré de superfruits vitaminés pour une peau énergisée et rayonnante de fermeté. Nouveau Extra Firming Energy, Clarins. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Envie de bouger, de pédaler, de vous dépasser, de vous surpasser, tout en restant à la maison. Avec la salle de sport virtuelle Echelon Fit, profitez des séances d'entraînement variées de nos coachs professionnels en compagnie de nombreux autres sportifs. Et tout ça depuis chez vous, quand vous le voulez. Bravo Sandra! Rejoignez la communauté Echelon sur www.echelonfit.fr. Vous vous êtes déjà trouvé plus chic au volant d'une BMW. Et vous aviez raison. Vous vous êtes déjà trouvé plus intrépide au volant d'une BMW. Et vous aviez raison. Et si vous vous trouviez tout simplement plus fier de vous au volant d'une BMW, vous auriez raison. Nouvelle BMW iX3 100% électrique. Et si vous aviez raison de vouloir changer? Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame? Je reviens Madame? te chercher. Ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. 16h47 sur BFM TV. À la une de l'actualité, ces 19 départements français désormais soumis au durcissement des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19. 3 de plus que le week-end dernier, la Nièvre, l'Aube et le Rhône. Et pour s'assurer du respect des règles, 90 000 policiers et gendarmes sont déployés ce week-end aux péages routiers, dans les gares et les aéroports de ces zones. Des enseignants de Seine-Saint-Denis appellent Emmanuel Macron au secours. Dans leur établissement, le lycée de la Croix de Drancy, une soixantaine de cas de Covid-19 ont été détectés depuis début mars chez les élèves. Et les classes ferment les unes après les autres. Certains professeurs ont exercé leur droit de retrait.
Nous vous proposons à présent notre reportage sur cette pratique médicale extrême réservée aux cas les plus sérieux de patients atteints de Covid-19, la circulation extracorporelle. Une technique spectaculaire qui consiste à injecter de l'oxygène dans le sang des malades et à laquelle ont pu assister nos reporters. Réanimation, la technique de la dernière chance. Un reportage de Laetitia Soudi, Jérémy Muller avec Mélanie Bontemps et Laura Bleuzen. Elle est considérée comme l'intervention de la dernière chance, réservée aux cas extrêmes. Le médecin réanimateur Rachid Jida s'apprête à réaliser une opération particulièrement délicate pour tenter de sauver un patient atteint du Covid. Il est entre la vie et la mort. Là, on est sur un cas très grave. C'est grave, oui. C'est très grave et c'est pour ça qu'il faut faire comme une opération extracorporelle. Les cas extrêmes, on leur propose ça en dernier lieu parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut rien faire d'autre. Dans la salle d'opération, un malade de 56 ans. Il a été admis en réanimation une dizaine de jours plus tôt, mais son état s'est fortement dégradé. L'intubation ne suffit plus à le faire respirer. On ne peut plus le ventiler avec la machine seule. Donc il faut une aide extérieure pour l'oxygéner davantage. Ce dispositif exceptionnel est appelé ECMO, ou circuit de circulation extracorporelle. Tu mets le gel et après je te donne la sonde. J'ai augmenté un peu la PEP à 12 pour maintenir un peu. Un tuyau achemine le sang du patient jusqu'à une machine qui va l'oxygéner. Pousse le respire. Tiens. Il est ensuite réinjecté dans l'organisme. Un traitement de dernier recours, car extrêmement lourd et non sans risque. Ça peut être potentiellement dangereux, parce que c'est des patients qui sont très instables et on peut avoir des difficultés à faire démarrer la machine et que la machine tienne. Donc c'est toujours un moment délicat, c'est qu'on veut améliorer les choses mais que c'est pas toujours possible et qu'on peut avoir des soucis et aggraver les choses en voulant les améliorer. Autour du malade, ils sont une petite dizaine à surveiller le moindre indice alarmant. Une équipe de soignants est même venue en renfort depuis un hôpital voisin. Car cet établissement ne disposait pas de cet équipement spécialisé, d'habitude réservé à certaines pathologies pulmonaires. Une fois son état stabilisé, le patient doit d'ailleurs être transféré. 56 ans, de surcharge pondérale, donc il est resté encore à 82 kg avec une IMC à 36. Et il a chopé la PCR positive le 10 mars. Il se dégrade sur le plan respiratoire le 15, il vient aux urgences. Ils l'ont mis dans le secteur Covid là-haut. Il était 3 litres d'oxygène, il arrive à saturer à 96, mais il était à 70% d'atteinte pulmonaire. Un patient en surpoids et souffrant d'hypertension. Oh là là. 2, 3. Ce traitement pourrait lui sauver la vie. Selon une étude récente, il permet de guérir 70% des malades en réanimation. Quelques minutes plus tard, un autre patient, un homme de 40 ans, est admis dans le service. Ici, 9 lits sur 10 sont actuellement occupés par des malades du Covid. Le directeur redoute la saturation. 14 fois la nuit dernière, nous avons été appelés par des collègues qui nous demandaient un lit pour un patient. 14 fois, nous avons dit non. L'épidémie est en train de flamber. La troisième vague sera sans doute la pire des trois. Et face à cette troisième vague, on se sent effectivement extrêmement fragile. Nos personnels sont épuisés. Nous n'avons aucune aide à attendre des autres régions. Et donc, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur nos propres choix, qu'on pressent extrêmement difficiles. Des soignants épuisés physiquement, mais aussi moralement. Comme Brigitte Tonoli, infirmière en réanimation depuis une trentaine d'années. Elle trouve cette troisième vague encore plus brutale. Avant, en fait, quand on connaissait les gens, on les connaissait quand ils étaient en phase de guérison. Alors que maintenant, on les connaît quand ils arrivent et on ne sait pas s'ils vont se dégrader ou s'ils ne vont pas se dégrader. Et donc, on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut. Et donc, en fait, on s'attache. L'hôpital a déjà déprogrammé 40% des opérations hors Covid la semaine dernière. Il prévoit d'en reporter 80% la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec 7 jours BFM présenté par Ronald Guintrange. Très bonne fin de journée. On se retrouve nous demain.